Bonjour, bonsoir et bienvenue à Droit de Réponse. Droit de Réponse est votre magazine dominical sur Equinox Télévision qui fait le round-up des principaux sujets d'actualité qui ont retenu l'attention de la presse au cours de la semaine qui s'achève. Et cette semaine, la presse s'est beaucoup intéressée à ce que le journal de politique Hebdo a appelé le scandale d'État. La sortie du capitaine Foudou au sujet de l'affaire Martinez-Ogo où il multiplie des graves accusations contre des hauts responsables de l'État. Un rebondissement que personne n'attendait, une déflagration au cœur d'un feuilleton judiciaire qui tient déjà tout un pays en haleine. Alors que le tribunal militaire examine minutieusement les responsabilités dans l'assassinat barbare du journaliste d'Amplitude FM, ce nouvel acteur surgit de l'ombre. Sa récente prise de parole et son intrusion fracassante dans ce dossier ultra sensible bousculent totalement l'agenda médiatique et judiciaire. Pourquoi maintenant ? Pourquoi avoir attendu ce stade précis du procès alors que les débats de fond sont entamés et que les lignes de défense se cristallisent pour briser le silence? S'agit-il d'une démarche de vérité, d'une stratégie de diversion ou de l'expression des luttes d'influence interne qui se jouent en coulisses? Mais ce dimanche, nous irons également au-delà des secrets des casernes du Sérail pour plonger dans les coffres-forts de l'État, secoués par un autre séisme financier et juridique. C'est le verdict de la Chambre de commerce internationale de Paris. L'État du Cameroun vient d'être condamné à verser 355 milliards de francs CFA à la junior australienne Sundance, ressortisse dans le dossier du gisement de fer de Mbalam. Une note salée commente le journal Émergence. Mais une question cruciale demeure. Qui conseille réellement l'État du Cameroun lors de la signature de ces contrats, de ces méga-contrats? Quelles précautions juridiques et techniques nos experts prennent-ils pour protéger la fortune publique? Et surtout, pourquoi ces déconvenues contractuelles se multiplient-elles de manière presque systématique? Hier, McGill pour le compte du complexe de l'Olembe et Tolkam pour les péages automatiques, aujourd'hui Mbalam. À chaque fois, ce sont des centaines de milliards de francs CFA issus des poches du contribuable camerounais qui s'envolent dans les arbitrages internationaux perdus d'avance. S'agit-il d'amateurisme, de défaillance systémique ou de complicité interne? Mais alors que le pays tangue entre dossiers judiciaires brûlants et hémorragie financière, une voix manque cruellement à l'appel, c'est celle du premier des Camerounais. Déjà 54 jours en Europe, écrivait cette semaine le quotidien Le Messager, et c'est trop, s'exclamait le journal de Puss Ndiaoui. Et ce silence prolongé commence à provoquer des courts-circuits au sein même de l'appareil gouvernemental. Où est le chef de l'État? Que fait-il? Est-il en santé? Parti pour ce qui n'était qu'un court séjour privé en Europe, Paul Biya prolonge son absence, laissant libre cours aux spéculations. Face au doute, les membres du gouvernement multiplient les sorties médiatiques, mais peinent à accorder leur violon. Et les journaux, la Nouvelle Expression et le Messager de conclure à une cacophonie gouvernementale. Entre Jacques Famdongo, qui théorise une présidence à distance par outils électroniques, René Emmanuel Sadi au front de la communication officielle et Grégoire Rona face aux critiques de la presse, les discours se croisent, se superposent et créent un sentiment de confusion. Mais alors, au-delà de la rhétorique politique, quelle est la réalité? Le président de la République est-il pleinement au travail ou est-il en congé? Le président de la République est-il pleinement au travail ou la vacance du pouvoir dénoncée par l'opposition est-elle devenue un sujet tabou mais incontournable? Toutes ces questions et bien d'autres constitueront la toile de fond de cette émission de droit de réponse ce dimanche 2 août 2026. Convié au débat cette mi-journée, Maître Georges Teghem, bonjour. Merci monsieur d'être là. Vous êtes le porte-étendard du RDPC sur ce plateau cette mi-journée. Et de lundi à vendredi, vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Merci également d'être venu à Aristide Mouno. Bonjour, vous êtes analyste politique. Merci de faire le déplacement pour partager cette scène avec nous cette mi-journée. Et je continue avec Edmond Kamgia. Edmond, bonjour, merci d'être là. Vous êtes journaliste, éditorialiste à la Nouvelle Expression et consultant droit des réponses.
Je voudrais immédiatement commencer avec vous, Edmond Kangia. Vous avez certainement suivi cette actualité en rapport avec l'affaire, je ne sais pas s'il faut appeler ça l'affaire du capitaine Foudou ou l'annexe de l'affaire Martinez-Zogo. En tout cas, il s'agit de cet ex-capitaine, pour reprendre les termes qui ont été employés par les journaux, Politis Hebdo notamment, qui a fait une sortie au sujet de l'affaire Martinez-Zogo. Il multiplie de graves accusations contre des responsables, des hauts responsables de l'État. C'est un rebondissement que personne n'attendait, mais aujourd'hui, avec le recul, depuis que cette affaire fait les choux gras de la presse, la première question est celle de savoir le timing. Pourquoi c'est maintenant qu'il fait cette sortie? Effectivement, cette question peut être posée, celle du timing, parce que c'est une affaire qui date bientôt de 3 ans. Elle a suffisamment évolué jusqu'à présent. Les témoins sont entendus. Il y a eu, pendant ce procès, la diffusion même d'une vidéo où on a vu comment Martinez-Zogo avait été torturé. Il y a des experts qui sont passés, qui ont expliqué avec les termes techniques, au terme de l'utilisation des téléphones de certains accusés, comment est-ce que les choses se seraient déroulées. Qu'aujourd'hui, une autre personne, j'allais dire inconnue jusqu'aujourd'hui par rapport à l'édite affaire, se prononce sur ce sujet, pas au Cameroun, mais à partir de l'extérieur du Cameroun, à l'étranger, un officier de l'armée camerounaise. Cela suscite des questionnements, effectivement. C'est pour cela que la question du timing se pose, parce que le dossier a évolué jusqu'à un certain niveau. Pourquoi n'a-t-il pas fait ces révélations avant, longtemps avant, ou à un moment donné de l'évolution du procès? Pourquoi seulement maintenant? Est-ce que ce n'est pas une sortie qui viserait à influencer le cours du procès d'une manière ou d'une autre? Ça, c'est une autre question qu'on peut se poser. Et la dernière question qu'on pourrait se poser, c'est celle de savoir pourquoi, dans ce qu'il appelle les révélations, ces accusations sont si graves. Parce qu'il nomme une personnalité, un haut commis de l'État, comme étant le commanditaire de l'assassinat de notre confrère Martinez-Zogo. Maintenant, il faut également, pour rentrer dans ce qu'il a dit, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, quand même s'interroger. Au-delà du timing, il y a le contenu des révélations. Alors, avant d'arriver au contenu, je vous interromps quelques secondes pour donner la parole à Maître Calvin Diop. Maître Calvin Diop, bonjour, merci de nous retrouver sur ce plateau. Je vais, avant de demander à Edmond de poursuivre, avoir votre sentiment. Vous avez certainement entendu parler de cette affaire et de cette sortie, n'est-ce pas, du capitaine Ifoudou. Vous, en tant qu'acteur, parce que vous êtes parti au procès et vous êtes dans cette affaire depuis le début, comment est-ce que vous avez ressenti, comment est-ce que vous avez appris cette nouvelle? Quel effet cela vous a fait, vous qui êtes acteur dans ce procès, dans cette affaire Martinez-Zogo? Alors, bonjour et désolé encore pour ce retard. Bonjour à tous mes copanélistes. Simplement, comment j'ai appris ça? Je me suis dit, encore une nouvelle tentative de manipulation. C'est ce qui vous est venu à l'esprit tout de suite. Le premier truc que je me suis dit. Mais pourquoi vous avez pensé à la manipulation? Parce qu'on fait face à ça, c'est un quotidien dans ce dossier. C'est un quotidien. Regardez bien le fil. Oui. Au départ, cette idée de ce que le secrétaire général, la présidence serait le commanditaire, a été mise en avant. Balayée par la procédure, balayée par les éléments, balayée par les experts. Quand on a vu que ça avait été balayé, on nous amène le directeur général des impôts, Mopa, qui serait le commanditaire. Bon, ça aussi, ça ne tenait pas, c'était pas solide. Et comme par hasard, on a le colonel Otoulou qui a dirigé l'enquête avant même la désignation de la commission, en tant que collégion, avant que la mise en place de la commission mixte, qui vient, il remet toutes les théories, toutes les idées qui ont été avancées, il remet tout ça à plat.
Maintenant, on n'a plus d'autres moyens, on n'a plus d'autres éléments, vu que celui-même qui était chargé de mener l'enquête, certes à un moment donné sous la coupole du commissaire de gouvernement, est venu dire, écoutez, voici ce qui s'est passé, voici ce qu'on m'a dit, voici ce que les différents acteurs que j'ai auditionnés, voici ce qu'ils m'ont dit, et voici ce qui a été retranscrit dans le procès verbal. Donc, toutes vos idées, tout ce qui est annoncé de deuxième commando, de relation avec une histoire amoureuse avec la femme du SGPR, ça n'existe pas. Le colonel Toulouse qui a dirigé cette enquête. Une fois qu'il dit, vous avez vu la déferlante. On a critiqué sa compétence, on a critiqué ses qualités, on a estimé que c'était pas un colonel c'est pas quelqu'un qui devait venir dire des trucs aussi légers. Alors le seul problème, c'est qu'effectivement, ça fait 3 ans. Et ce qui se passe au tribunal militaire, c'est que on n'a pas les éléments. Genre, il fallait peut-être lui mettre en face l'ensemble des PV et consorts pour qu'il se rappelle de manière cohérente. Mais effectivement, c'est difficile. Dans ce que je peux vous dire au tribunal, faire face à une horde d'avocats qui sont prêts à vous sauter dessus, qu'on soit charismatique ou peu importe ses qualités, à un moment donné, on flanche quand même. Et je pense que c'est peut-être ce qui a manqué au colonel Toulouse et qui a fait en sorte que toutes ces rumeurs, toutes ces injures sont sorties. Mais toujours est-il que, pour nous, les avocats de la partie civile, le timing n'est pas anodin. Parce qu'il fallait, entre guillemets, un peu revenir au score par rapport à ce qui s'était passé antérieurement. Moi, je ne me fais aucun doute, du moins sur les propos, sur la véracité des propos qui sont tenus. Pourquoi? Parce qu'on a un individu qui a été radié des effectifs de l'armée, qui est en exil, qui est recherché parce qu'il y a une enquête à son encontre. D'ailleurs, sur cette histoire de tentative de coup d'État qui n'en est pas une, que moi je connais depuis 2023, mais qui n'en est pas une, qui est recherché, qui choisit non pas d'aller témoigner au tribunal militaire, ou voire même, il peut même choisir, même en France, c'est possible, qu'il appelle un huissier, on fait un procès verbal, on transmet ça ici, au moins il joint les éléments de preuve qui lui permettent d'affirmer les affirmations qu'il tient. Il n'a pas été en mesure de le faire. Il préfère choisir un journaliste, une chaîne, une émission pour raconter ce qu'il a raconté. Et surtout, quand on écoute même ce qu'il raconte, on a l'impression, en filigrane, qu'il y a une rancœur personnelle, qu'il y a une volonté d'en découdre avec le SGPR. Quand il en vient à dire qu'il faut le pendre sur la place publique, on comprend que ce n'est pas tant la recherche de la vérité qui l'intéresse. C'est clouer un individu au pilori. Et ça, après, je veux dire, ça ne veut pas dire qu'il faut pas tenir compte de ce qu'il dit, mais ça veut simplement dire qu'il faut plus prendre de distance avec ce qu'il dit, d'autant plus que ce n'est corroboré par rien. La différence entre lui et le colonel de Toulouse, c'est qu'au moins le colonel de Toulouse est devant le tribunal. Lui, ce qu'il raconte là-bas, sans preuve, sans apporter des éléments matériels, en droit on appelle ça des allégations. Les allégations, ça n'a aucun poids dans le cadre d'une procédure. Donc, qu'il raconte ce qu'il raconte, c'est bien, ça amuse la galerie, mais pour nous, avocats de la partie civile, nous estimons que nous n'allons pas nous laisser égarer, nous n'allons pas nous laisser emporter, nous n'allons pas nous laisser manipuler par cela. Et nous sommes même en train de réfléchir à une procédure en diffamation, devant le tribunal judiciaire de Paris contre ce monsieur, parce que visiblement, il serait de ce côté-là. Parce qu'il y a quand même une atteinte à la mémoire d'un mort qui rejaillit sur ses ayants droit, sur sa veuve et consorts. Et il ne peut pas comme ça venir annoncer des choses, des choses raconter une histoire qui n'est assise sur rien, et je dis bien, je le répète, le dossier ne ressort aucun de ces éléments dont il a fait mention. Maître Georges Teghem, je pose la question à l'avocat que vous êtes, pas pour analyser le dossier, mais pour donner votre perception en tant que juriste. Lorsque on est dans un procès comme celui de l'affaire Martinez-Zogo, au stade où on en est, et voilà quelqu'un qui apparaît dans la scène médiatique et qui fait des révélations, en tant que juriste, comment est-ce que vous prenez, quelle valeur on peut accorder à ce type d'intervention? Est-ce que cela peut influencer le tribunal? Déjà, permettez-moi de dire bonjour à vos millions de téléspectateurs.
Bonjour au panel. Je vais également saluer l'équipe technique qui accompagne l'émission. Et vous dire directement qu'en tant qu'avocat, je suis plutôt réservé. Et je vais certainement vous décevoir, parce qu'en tant qu'avocat, justement, je ne vais pas commenter une procédure pendante. Non, c'est pas ce qu'on vous demande de faire. Oui, vous me demandez qu'est-ce que le tribunal peut faire après avoir entendu. Le tribunal a tous les éléments pour travailler. Un tribunal, à tout moment, lorsqu'il estime qu'il y a un élément qui peut amener à l'éclairer, le tribunal sait ce qu'il a fait. Ce sont des vieux magistrats qui sont là-bas. Il a dit tout à l'heure, il y a des avocats. Il a dit ordre d'avocats. Moi, je pense que le mot est un peu excessif. Il y a des avocats qui sont là-bas. Lui-même, il travaille dans le dossier. Et moi, en tant qu'avocat sur ce plateau, ce serait en faute professionnelle de venir commenter une procédure pendante. Surtout que, déjà, le bâtiment m'avait enseigné que lorsque l'opinion publique rentre dans la salle d'audience, la vérité s'envole par la fenêtre. Donc tout ça, je suis un peu réservé et je suis en surplus ici pour le compte du RDPC, parti au pouvoir. Le président national du RDPC, Aebolo Vala, dit en 2011, nous avons choisi la justice. Le reste, nous n'avons pas commenté les commentaires. Et il y a quelques jours, M. le secrétaire général du comité central, vice-premier ministre Jean Pété, a fait une réunion. Il a demandé d'être condescendant, d'être mesuré et de ne pas être vaniteux. Moi, je ne vais pas me permettre, sur un plateau alors qu'une procédure est pendante, de faire des commentaires de quelqu'un. Si vous me demandez maintenant ce qu'il dit, je peux vous dire, bon voilà, c'est un monsieur qui était tenu au devoir de réserve. Parce que quand on est quand même tenu au devoir de réserve, qu'on a fait les armées, il y a un minimum de choses qu'on doit observer. Et si on a des choses à dire par rapport à une procédure, il est suffisamment formé pour savoir ce qu'il lui reste à faire. Vous avez entendu mon confrère, vous avez même dit ce qu'il peut faire avec un huissier. Donc il y a beaucoup de choses. Et puis bon, sur la procédure en elle-même, excusez-moi, je vais vous décevoir, mais je suis RDPC, je suis avocat en plus, je peux faire toute réserve. Non, je ne demande pas de commenter la procédure et je crois que c'est même par ça que j'ai commencé. Oui. En indiquant qu'on ne vous demande pas d'entrer Oui, un mais quand vous dossier. me dites là, qu'est-ce que le juge peut faire? Non, non, C'est-à-dire au-delà. que Non, c'est moi, la deuxième question. je vais vous expliquer, Oui. Duval. La procédure est pendante. Un tribunal a tous les moyens. Un tribunal, c'est écrit dans le code de procédure pénale, qui est applicable au tribunal militaire. C'est écrit que lorsque le tribunal découvre à l'occasion du procès que le tribunal sait ce qu'il lui reste à faire. Et ce sont des hommes avisés qui sont là-bas. Il n'y a pas... Le président du tribunal militaire, c'est un monsieur hautement compétent qui a travaillé ici, même sous... Attendez, c'est un monsieur qui a plus de 25 ans. Donc, des gens comme ça, ils ont une certaine expérience, une certaine expertise. Je préfère leur faire confiance. Et je n'ai pas, sur un plateau, à commenter une procédure pendant... Excusez-moi, ça me gêne, je ne vais pas le faire. Aristide Monod, vous gardez la même réserve, vous aussi? Jamais, parce que en fait, ce qu'on a demandé à Maître Tegem, c'était tout simplement d'éclairer l'opinion de manière théorique. Ça veut dire ce qu'on pourrait faire en pareille circonstance, pas de parler forcément du cas de Martinez. Moi, je comprends que il veut se comporter en vendeur d'eux, il a peur peut-être des représailles. De ce qu'il envoie sur le plateau. Mais nous autres, on est libres, hein, on est citoyens, on doit pouvoir s'exprimer. Ce qu'il faut déjà dire à l'attention de l'opinion, c'est que cette affaire n'est pas seulement judiciaire, c'est une affaire hautement politique dans la mesure où déjà les personnes citées dans l'affaire ont des doses de politiciens ou de hauts cadres de la République ou du champ politique camerounais tout court. Il faut également dire que les enjeux tournent autour des luttes intra-système, des luttes de pouvoir. Alors chaque acteur ou chaque camp essaye de pouvoir user de ses moyens, des moyens en sa possession pour pouvoir damer l'opium à l'ocre, à l'aune de ce qu'on a toujours qualifié de grand soir, c'est-à-dire la lutte de succession. Alors à partir de là, il faut déjà comprendre que toutes les déclarations, tous les faits, les actes qui peuvent être posés dans le cadre de ce procès répondent à une certaine dose de subjectivité. Maintenant, il revient au magistrat de pouvoir aplanir ces subjectivités et de nous donner un verdict purement objectif. Ça signifie tout simplement que toutes les déclarations qui peuvent être faites pour nous autres citoyens en bas d'en bas et analystes aussi, doivent être prises avec beaucoup de pincettes. Il faut lire les acteurs, il faut lire la rationalité de ces acteurs
il faut voir quels sont les objectifs en fait des actes qu'il pose. C'est dans ce cadre que moi je vais analyser d'une manière ou d'une autre la sortie du capitaine Effoudou. Des questions ont été posées tout à l'heure quant au timing, étant donné que le procès va déjà à sa 3e année, bientôt sa 4e année. Pourquoi maintenant? Comment n'a-t-il pas très tôt apporté ces éléments à l'endroit de la justice pour que la vérité soit découverte le plus tôt possible, parce que le corps de Martinez est encore à la morgue et Dieu seul sait combien de temps ça pourra encore prendre, ce qui n'est pas gai pour sa famille ou pour la mémoire de l'homme fait plus de 3 ans à la morgue. Ce n'est pas évident, donc il aurait dû apporter tous ces éléments très tôt afin d'aider la justice. Maintenant, en termes de dose de subjectivité, Maître Calvin Diop l'a dit tout à l'heure, le fait qu'il y ait une impression de fixation sur un individu semble un peu détériorer d'une manière ou d'une autre l'objectivité, la pertinence et l'objectivité des propos du capitaine Effoudou. Et nous, de notre point de vue, ce qu'on a besoin dans cette affaire, c'est la vérité. Le triomphe de la vérité, parce que un de nos compatriotes a été sauvagement torturé, sauvagement assassiné. Et on a besoin de la vérité. Et cette vérité-là, elle doit être dite par la justice, qui doit se saisir de tous les moyens qui devront être produits par les différentes personnes citées dans l'affaire. Maintenant, venir imposer un coupable à l'opinion de manière péremptoire, sans toutefois qu'il y ait une démonstration assise sur des données empiriques ou sur des éléments de preuve, ça paraît un peu comme de la manipulation ou tout simplement une manière de vouloir brouiller les pistes, étant donné que jusqu'ici, nous aussi, nous suivons cette affaire en tant qu'hommes de médias, en tant que citoyens éveillés, en tant que société civile. Nous suivons cette histoire depuis la découverte du cadavre de Martinez au Zogo. Je me rappelle le jour où on découvre le corps de Martinez, nous avions émission à Yaoundé. Tout à fait, oui. À Yaoundé, et ce dimanche-là, je suis très péremptoire. Je dis, si ça avait été moi, voilà ce qui devrait être fait. Et depuis ce jour, depuis lors, nous suivons cette affaire. Alors, lorsque le capitaine vient présenter de manière péremptoire un individu comme le coupable, comme l'assassin de Martinez, ça signifie tout simplement que tous les éléments que nous avons pu observer, glaner ça et là, sont tout simplement, je ne sais pas ce on devra faire de tous ces éléments. Je ne vais pas revenir sur pas les éléments de preuve, sur ces informations qui semblent un peu concordantes, qui sont à prendre avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup d'attention. Qu'est-ce qu'on fait en fait de tous ces éléments? Il faut rappeler qu'au niveau du tribunal, c'est le clan 3e ou le clan 4e témoin, et jusqu'ici, aucun de ces témoins ne nous a dirigés vers la piste de Effoudou. Alors on fait donc comment? On estime que tous ces 34 témoins-là sont des ignares, des idiots ou des manipulateurs, et que la vérité reviendrait tout simplement à ce que, en tout cas, que la vérité reviendrait à ce que le capitaine Effoudou dit. Moi, j'ai toujours estimé que, de notre point de vue, on peut ne pas être d'accord avec certains acteurs du sérail, on peut ne pas être d'accord avec certains apparatchiks. En même temps aussi, on ne va pas se laisser manipuler parce que nous avons des problèmes contre X ou Y. Le peuple ou ceux qui suivent cette histoire sont assez lucides, sont assez avertis. Ils sauront le moment venu s'il y a manifestation de la vérité ou pas. Mais de là à vouloir imposer, c'est tout un raccourci, vouloir imposer un coupable de manière péremptoire, pour moi, c'est un peu malsain. Il y a des choses qui ont été dites. J'ai même peur de rappeler ces choses ici. On a vu, moi j'ai assisté à une audience, on nous a montré des échanges, on a dévoilé des échanges entre certains acteurs, on a montré des images. En tant qu'hommes de médias, nous discutons aussi avec certains acteurs qui sont très proches, des confidents très proches de ce dossier. Alors lorsque, de manière inattendue,
on a un nom qui sort. Et de manière péremptoire, on nous dit tout ce qui s'est passé, c'est cet individu. La même chose avec la question de l'or, où on a voulu nous présenter que tout l'or qui a été volé jusqu'ici au Cameroun, voilà l'individu qui a volé cet or. Non, on peut ne pas être d'accord avec lui, mais ce n'est pas pour autant qu'on va accepter cette information-là comme vérité d'évangile. Moi, je me dis, on est dans une situation de guerre des clans. On est dans une situation où les uns et les autres sont dans des éliminations politiques. Le peuple, lui, n'en a pas besoin. Faites vos guerres là-bas. Ce dont nous, on a besoin jusqu'ici, c'est la vérité sur quelqu'un qui a été tué. Martinez Zogo a été tué. On a vu les images. Martinez a été assassiné. Qui est le commanditaire de cet assassinat? C'est-à-dire, pourquoi on a assassiné Martinez? Qui a donné l'ordre de tuer Martinez? Qui a assassiné, qui a participé à l'opération? Or, si on s'en tient aux déclarations du capitaine Effoudou, je crois que on dirait tout simplement que le débat est clos. Ça veut dire tout le temps qu'on a passé là, tout le temps qu'on a passé là, qui ne nous amenait pas vers cette piste-là, a été vraiment un temps perdu. Tous les moyens qu'on a déployés, et des missions, je crois, cellule alpha, et des missions telles, toutes ces missions-là, on les a financées pour rien. Parce qu'aucune de ces missions ne nous conduit vers cette piste-là. Donc ça signifie tout simplement qu'on a perdu un temps fou. Et moi, je crois que ça serait très léger. Et le capitaine, je crois, il a également joué sur la psychologie de la masse camerounaise qui aime le sensationnel, la masse camerounaise qui aime des déclarations, la masse camerounaise qui aime des choses liées au sous-vêtement. Et j'aimerais revenir sur cet aspect pour dire quand même que c'est assez, je crois, assez cynique de le dire de manière péremptoire que Martinez a été tué pour tel motif lié au sous-vêtement. Ça signifie donc que tout ce que nous, on a construit autour de ces dénonciations, autour de son engagement en tant que journaliste pour dénoncer la ligne 94, la ligne 65, donc cela n'a absolument rien à voir avec l'assassinat de Martinez. C'est plutôt une affaire de sous-vêtements. Mais si on veut gérer des problèmes de sous-vêtements, a-t-on besoin d'impliquer toutes les institutions, dont de la République, impliquer tous les hauts commis de l'État dans une affaire de sous-vêtements? Je crois qu'avec un petit poison, on peut gérer le problème de sous-vêtements. Avec un accident masqué, on peut gérer un problème de sous-vêtements. Je crois que pour la mémoire de Martinez, il se serait abstenu pour moi d'invoquer cette thèse-là, parce que ça fait encore plus mal à la famille, ça fait encore plus mal aux proches. Moi, j'ai fréquenté Martinez à un moment de ma vie, avec le doux Marcelin, ce que Dominique Tita, Joli Volcano, à l'époque, à la radio de Roméo Dika. Je n'ai pas vraiment lu ce personnage-là. La seule chose que je sais et que je retiens de Martinez, c'est que c'était un très grand gueulard. Mais de là à venir dire de manière péremptoire, de manière ostentatoire, que Martinez aurait été assassiné. Parce que, donc, ce que moi j'aimerais juste dire aux jeunes frères et Fodo, c'est que nous, on a besoin de la vérité. Nous, on n'a pas besoin de Barabbas. Que les clans gèrent leurs problèmes en dehors de ce que veut le peuple. Que s'il y a règlement de compte, si les gens veulent régler leur compte, qu'ils laissent le peuple en dehors. Pour le moment, la justice est sur l'affaire et nous attendons la justice sur cette histoire. Si on n'est pas satisfait, on aura à utiliser les moyens prévus par les libertés d'expression, par les différentes conventions, pour dire à l'État du Cameroun que vous avez menti sur cette affaire. Donc, pour moi, je crois que le peuple camerounais, la masse, le peuple du changement doit rester assez attentif. On n'a pas à nous imposer des ennemis. On n'a pas à nous imposer des Barabbas. Nous-mêmes, on est assez lucides. Comme en 2025, on a décidé d'accorder notre confiance à l'un des grands propagandistes de ce régime. Et on l'a fait en connaissance de cause. Le peuple n'a pas été bête sur ce choix-là. Donc, si on veut avoir des problèmes contre le coupable désigné par Effoudou, on sait comment on le fera. Et d'ailleurs, parfois, on a été très dur avec lui sur ce plateau concernant les tax force. Mais sur ce dossier-ci, on n'est pas d'accord
Je dis bien, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Pourquoi? Pas parce qu'on a des affinités avec X et Y. Moi, je n'ai jamais bu la bière de Paul Biya, je n'ai jamais bu la bière de Ngongo. Mais parce qu'on estime que si on suit la direction que nous présente Efudou, on risque d'oublier tout ce qui a été déjà mobilisé jusqu'ici comme élément pouvant concourir à la manifestation de la justice pour plutôt souscrire à une thèse qui ne repose pour l'instant sur aucun élément de preuve. Si le capitaine Efudou ne veut pas remettre les éléments à la justice, la presse est là. Il peut remettre des éléments à la presse. Il a été à un haut niveau de responsabilité au niveau du renseignement. Il n'a qu'à nous envoyer des copies et là, on va commencer à les explorer. Donc, lorsque nous essayons de rétablir les choses, ce n'est pas forcément dans le sens de protéger X ou Y, mais c'est justement parce que si on le suit, on va abandonner tout ce qui a été fait. Moi, j'ai été au tribunal, j'ai vu des choses, je vous assure, j'étais rentré à 21h, j'avais les mots de tête, j'ai dit je ne mets plus pied là-bas parce que ça c'est la haute sorcellerie qu'on est en train de faire là-bas. Alors si quelqu'un arrive et me fait comprendre que non, tout ce que j'ai suivi jusqu'ici est nul. Et qu'en fait, voilà, comment tous les crancas témoins peuvent être aussi bêtes pour ne pas voir la piste que nous montre le capitaine Efudou. Edmond Kambia, je pose la question aux journalistes que vous êtes un vétéran dans la presse et qui avait suivi un certain nombre d'affaires. Au-delà des affaires que vous avez suivies, vous avez, avec d'autres confrères, subi des situations extrêmement difficiles où vous êtes enlevé entre griffes et même torturé avant de libérer. Est-ce que c'est cela qui peut justifier qu'aujourd'hui vous soyez accroché à cette affaire Martinez-Zogo? C'est une affaire qui concerne un journaliste. Je suis journaliste, donc ça me concerne. Et nous, depuis le début de cette affaire, nous voulons savoir la vérité. Nous souhaitons la manifestation de la vérité par la justice. Nous voulons savoir qui est le commanditaire ou qui sont les commanditaires. Nous voulons savoir effectivement qui sont les auteurs. On a déjà des personnalités, des personnes qui ont été interpellées dans le cadre de cette affaire, qui évoluent. Et progressivement, avec le déroulement de l'affaire, on se rend bien compte qu'il y a des indices qui, à la longue, permettent d'identifier certains auteurs. Aujourd'hui, il y a le capitaine Efudou qui fait des révélations. Il a dit selon lui, ce sont des révélations. Mais nous souhaitons, comme les autres panélistes, que s'il a des éléments probants, qu'il les apporte à la justice pour éclairer les magistrats et permettre à cette affaire de savoir peut-être, selon lui, la vérité. Parce que moi, je résume un peu ses sorties à trois choses. La première, il évoque une affaire personnelle entre le SGPR, secrétaire général à la présidence de la République, et son épouse plutôt, et Martinez-Zogo. Il estimerait que c'est cela qui aurait amené les SGPR à l'assassiner. Ça, c'est l'affaire personnelle. L'affaire amoureuse entre, selon lui, l'épouse de ce haut dignitaire de l'État et le journaliste assassiné. Et il y a un deuxième élément, une deuxième accusation qui concerne, selon lui, des tensions entre l'ancien directeur général de la DGRE et le SGPR. Il y a un troisième point que je vois dans ses sorties. Il dit, selon lui, le commanditaire présumé qu'il a désigné serait en train de tirer les ficelles pour que l'affaire tourne en rond. Je résume un peu ainsi ses sorties. Mais, voyez-vous, c'est trop facile de désigner un commanditaire sans en apporter la preuve. Je parle sous le contrôle des avocats sur ce plateau, il faut des preuves, des éléments probants. Et la justice il y a une certaine procédure qu'on observe pour rechercher la vérité. Et comme ils l'ont dit tout à l'heure, le tribunal sait ce qu'il faut faire en temps opportun. Ce que je voudrais ajouter, c'est que toujours par rapport à sa présentation et ses révélations,
il indique très bien dans quel bureau il a travaillé, dans le renseignement, dans l'état-major particulier du chef de l'État, où effectivement il a la possibilité d'entrer en contact avec certaines informations, de connaître de certains dossiers. Mais selon des informations, selon certaines sources. Un rapport allant dans ce sens serait parvenu au chef de l'État. Je dis bien, je parle au conditionnel. Un rapport allant dans ce sens serait parvenu au chef de l'État qui, surpris, aurait tenu à en savoir plus. Et à ce sujet, il aurait réuni le Conseil national de sécurité avec tous ses membres pour en savoir plus. Mais de manière curieuse et étonnante, personne n'en savait rien dans le dit conseil. Je dis bien selon certaines sources. Je peux confirmer. Personne n'en savait rien. Alors, dans une situation comme celle-là, le chef d'État, qui est quand même le magistrat suprême, on accuse un de ses proches collaborateurs, il veut en savoir la vérité. Curieusement, tous ceux qui sont dans les services de sécurité dans la République ne sont pas au courant. Donc ça pose un problème. Ça, c'est le premier questionnement que je me pose. Pourquoi est-ce que les autres membres du Conseil de sécurité nationale ne sont pas au courant si c'est un complot? La deuxième question que je me pose, enfin le deuxième constat que je fais, lui me le dit dans ses sorties. Il a été reversé. Il était reversé dans son administration d'origine. Mais ça a un sens sur le plan administratif. Cela signifie que le chef d'État commence à douter. Il était reversé dans son administration d'origine. Le temps, sans doute, pour le chef d'État de voir plus clair. Mais par la suite, le gars a quitté le pays. Et il fait des révélations, enfin, ce qu'il appelle les révélations. Cela suscite des questionnements. Si même le chef de l'État, à son niveau, n'a pas pu, à travers ceux qui sont censés lui donner la bonne information, avoir la bonne information sur cette affaire, c'est qu'il faut se poser des questions. Cette sortie, cette apparition subite suscite des interrogations. Nous allons simplement dire une chose. Nous voulons la manifestation de la vérité. Et s'il veut vraiment que la vérité soit connue des Camerounais, l'opinion publique nationale et internationale, qu'il apporte ces éléments-là au tribunal, qui les appréciera. Alors, on en saura plus. Alors, avant de sortir, Maître Teguin, vous gardez votre réserve ou bien... Non. Parce qu'on a quand même... Moi, j'observe que les autres sur le panel ont quand même dû dire quelque chose sans être obligés d'entrer dans le dossier Martinez-Zogo. J'ai dit même mieux que, puisque je sais jusqu'à vous dire que le tribunal a tous les moyens. C'est ça le sujet. Vous m'avez demandé en tant qu'avocat, je vous ai dit la loi. Vous pouvez plaider coupable devant le tribunal. La loi autorise le tribunal, malgré votre plaider coupable, de dire que vous n'êtes pas coupable. Parce que, à l'issue d'un procès contradictoire, après votre audition, le tribunal peut estimer que vous étiez trompé. Si la loi va jusqu'à permettre au tribunal d'aller à ce niveau, vous comprenez donc que lorsque quelqu'un dit qu'il a des choses à dire, c'est là-bas qu'il doit s'adresser. Donc le tribunal a tous les moyens et je suis RDPC, nous faisons entièrement confiance à la justice de ce pays qui a tous les moyens pour pouvoir travailler afin que la lumière soit faite. Je ne veux pas m'ériger en journaliste, non, moi je suis avocat, je suis RDPC, donc je vois. Une minute, tu vois. Oui, il faut compléter. Voilà, parce que tel que ça a commencé là, ça risque d'être difficile pour le peuple dans les mois ou les années à venir, cette lutte des clans. Comme je le disais tout à l'heure, le peuple est assez émotif et le peuple aime le buzz. Or, si on suit la logique de ce sensationnel, on risque de perdre de vue certains éléments que nous devons tenir à l'œil dans le cadre de la succession. Le peuple doit rester assez éveillé parce que d'ici là, il y aura d'autres révélations qui rentrent dans le cadre des luttes intra-système. Ces luttes ne doivent pas nous désorienter ou nous faire perdre de vue. Nous devons être assez attentifs, savoir qui fait quoi dans le sérail, qui doit faire l'objet d'une attention particulière dans les stratégies de conservation du pouvoir
À partir de là, on aura de bonnes stratégies. Parce que si on bâtit nos stratégies sur la base des éléments donnés dans le cadre des buzz, on risque de louper la cible. La cible, c'est le système. Et le système est constitué actuellement de plusieurs clans. Nous devons savoir qui fait quoi dans l'affaire. Donc, c'est cette attention que je voulais attirer pour dire aux en bas, ces gars que vous voyez là, ces gars du renouveau que vous voyez là, vont multiplier des sorties à la capitaine Effoudou et ne tombez pas dans le piège. Ça ne veut dire pas que nous ne devons pas considérer ce qu'ils sont en train de dire, mais de prendre ça avec beaucoup de pincettes. C'est-à-dire se mettre d'abord en tête que quand l'un d'entre eux fait une sortie fracassante, tardivement après avoir mangé pour lui pendant 44 ans, il faut savoir pourquoi est-ce qu'il le fait. Il le fait pour le bien du peuple, parce qu'il est désormais avec nous pour mettre un terme au bail assez excessif de Paul Biya, ou il le fait dans le cadre de leur clan, dans le cadre de la conservation clanique du pouvoir. C'est dans ce cadre qu'ils laissent le peuple en dehors. Mais si c'est qu'ils ont rejoint vraiment le peuple du changement, à ce moment-là, on va leur demander de nous montrer la carte de repentance. Et là, on aura ces cartes, on va nous dire, on vous accepte comme on a accepté Chirom en 2025. Mais si ce n'est que pour des petits, je ne sais pas trop, pour embrouiller le peuple et essayer de se positionner comme le meilleur clan, non. Il faut un peu plus pour convaincre le peuple et le peuple doit attendre plus pour se laisser convaincre. Maître Karim Diop, tout à l'heure, vous avez semblé acquiescer un certain nombre d'informations et d'éléments que donnait Edmond Kamgia sur cette sortie médiatique. Oui, en effet, sur la tenue de ce conseil, je veux même préciser, c'est parce qu'il y a une enquête qui a été menée. Après la tenue de ce conseil, on a estimé que ce bonhomme n'avait pas sa place au sein de la présidence. Il était envoyé reversé dans son service, et il a refusé d'y aller. Et on l'a qualifié de déserteur. C'est comme ça qu'il s'est sauvé. Qu'ils ne viennent pas nous raconter des histoires qu'on a voulu. Et s'il faut même rentrer dans le détail, on aura le temps d'en discuter, mais cette histoire, elle est connue. Son parcours, il est connu de tous. Donc, il n'y a même pas, pour moi, il n'y a pas de débat à faire là-dessus. Et moi, surtout, ce que je voulais dire, c'est vraiment faire une confidence. Moi, personnellement, ceux qui me connaissent ou ceux qui me découvrent apprennent que moi, aucun individu ne me fait peur, peu importe son poste. J'ai été particulièrement déçu dans cette procédure de me rendre compte que finalement, au regard des éléments factuels qu'on avait, que ce qu'on nous racontait sur le GPR, il n'y avait rien de concret. Parce que pour moi, c'était un bon challenge juridiquement et humainement que d'avoir un tel individu dans une telle procédure pour pouvoir amener le droit, amener notre procédure, notre justice à évoluer, à montrer vraiment que peu importe son rôle, on peut être attrait devant le tribunal. Moi, j'ai été déçu de me rendre compte que finalement, tout ce qu'on nous avait vendu initialement, dans le dossier, il n'y avait rien. Donc, maintenant, une fois de plus que le capitaine Effoudou vient nous raconter ses histoires, moi, je suis sorti de là. Et j'estime qu'il faut vraiment qu'on arrête de manipuler les populations, qu'on arrête de manipuler le peuple camerounais dans le cadre de ce dossier. Qu'ils fassent leur lutte de clan entre eux, là-bas, ça les regarde. Mais nous, dans ce dossier, tout ce qui nous intéresse, nous particulièrement les avocats de la partie civile, c'est qu'il y ait la manifestation de la vérité au regard des éléments factuels. Et tout le monde a intérêt à ce que la vérité se manifeste. Oui, parce qu'il y en a qui, comme le docteur Mono, moi je trouve que lui n'est pas dans la vérité. Il commence à parler du peuple du changement, il est dans la politique. Oui. Voilà, c'est ça le parce dossier. Parce que vous êtes dans la politique. Non. Justement, quand vous commencez comme ça, on n'est plus d'accord. Monsieur Mono, docteur Mono, la justice est rendue au nom du peuple. Donc, à partir du moment où le tribunal rendra une décision, ce peuple dira c'est notre justice. Et si on n'est pas d'accord, on va manifester notre Quand on n'est pas d'accord, sur l'affaire Martinez. Je parle sous le contrôle d'un avocat sur le plateau. Vous n'allez pas blaguer avec l'affaire Martinez ou Oui. Vous n'allez pas. C'est pas une affaire personnelle. Oui. Parce qu'en fait, c'est pas une affaire personnelle. Ce que je voulais dire pour relancer Maître Diop, justement, c'est que et vous avez remarqué que nous, par exemple, à Equinox, nous suivons cette affaire de bout en bout, et nous sommes restés constants, et nous mettons tous les moyens pour que, effectivement, au bout du compte, que la victoire soit sûre. Pourquoi? Parce que, comme l'indiquait tout à l'heure Edmond Kamgia, on est des journalistes. Et il faut bien que la vérité soit sûre, parce qu'il faudrait que les gens se rendent compte quand même que
on ne va plus continuer à aller attraper un gars n'importe où, n'importe comment, dans Kidnapper, n'importe quelle assassiner. rue, et puis on lui envoie, on appelle ça quoi, une barre de fer dans la nuit pour le tuer. Il faut quand même que les gens commencent à prendre un peu de recul et qu'ils se rendent compte que lorsqu'ils vont commettre ce type de bévue-là, eh bien, ils vont faire face à la rigueur de la loi. Et ce que je voulais même rajouter, c'est que si on regarde même bien les faits, Martinez Zogo a sauvé pas mal de journalistes. Le colonel Otoulou l'a dit dernièrement, que le colonel Danoué l'a dit que c'était la 3e opération du genre, visant des journalistes. Donc, en quelque sorte, il a permis, la brutalité Oui. avec laquelle il a fait, a permis de stopper une spirale qui semblait, qui devrait aller crescendo. Donc, il faut aussi qu'on le retienne. Absolument. Donc ça, ça a été dit, ça a été même répercuté dans des différents papiers médias au regard de l'édition du colonel Otoulou. Ça a Oui, été dit. enfin parce qu'il y en a qui se disent mais pourquoi est-ce que Equinox insiste trop sur cette affaire, machin truc. Ben, c'est l'avenir de la presse qui est également mis en jeu dans cette affaire-là. Alors, vous avez terminé, maître, sur Oui, la question. non, D'accord. moi je voulais surtout éliminer l'aspect politique. Il faudrait que l'on se mette d'accord que la justice est saisie et la vérité doit être dite. Je ne voudrais surtout pas que ça devienne une affaire de vous n'allez pas nous induire en erreur, parce que la manipulation, elle est partout. Oui, mais parce qu'effectivement... C'est ce que le docteur Monod fait, c'est la manipulation. Parce que Maître Il faut pas Gueye, effectivement, on manipuler. a entendu, Faut pas manipuler. dans l'analyse, on a entendu des gens estimer qu'en creusant très bien, on peut y trouver la guerre des clans. Non, excusez, la justice est saisie, elle dira le droit. Quand le droit est dit, c'est ça la vérité judiciaire, c'est celle qui doit être connue du public. Maintenant, les histoires politiques, les politiciens sauront faire l'usage le moment venu. Mais pour l'instant, la justice est saisie, nous faisons confiance à la justice, elle sait très bien ce qu'elle doit faire et elle fera tout ce qu'il faudra pour que la vérité soit sûre. Encore une fois, la justice est rendue au nom du peuple. Il n'y a pas au Cameroun un peuple de changement, un autre peuple. Il y a au Cameroun un peuple camerounais, uni malgré sa diversité, qui regarde droit vers son destin et qui vit son destin sans aucune discrimination. Il y a une partie du peuple quand même qui a voté autrement. Non, Pendant les attention, présidentielles. oui, ça c'est déjà sur le plan de la démocratie. Quand il y a la démocratie, C'est politique, non? non oui, mais c'est la démocratie. La démocratie, chacun peut s'exprimer. Chacun vote le parti politique qui lui semble mieux Oui, représenter. comme il a dit qu'il y a un peu de changement, Voilà. c'est son... Non, il n'y a pas un peu de changement quand il y a une décision de justice. Il n'y a pas un peu par rapport à une procédure pendante en justice, il n'y a pas un peu de changement. Non. Ok. La justice des en haut d'en haut. Ça n'existe pas au Cameroun. Alors, maître, on va sortir peut-être des coulisses des tribunaux pour plonger dans les coffres forts de l'État qui sont secoués par un autoséisme financier et juridique. Et je parle à l'avocat maintenant. Vous avez entendu parler de ce verdict de la Chambre de commerce internationale de Paris où l'État du Cameroun vient d'être condamné à verser 355 milliards de francs CFA, j'espère que les chiffres sont exacts, à la junior australienne Sundance Resources dans le dossier du gisement de fer de Mbalam. Ça fait quand même beaucoup d'argent que l'État perd, non? Oui, mais j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire sur ce plateau. Je pense que revenir sur ce sujet, je vais redire ce que j'avais dit. En cette matière, le Cameroun a une expertise qui est relativement récente. L'expertise en quoi? Pour les tribunaux ou bien pour faire Non. les contrats? Non, pour l'exploitation des minéraux. Parce que l'affaire ici, Vous savez, quel que on soit parle d'un mais- contrat. Oui, mais c'est justement, lorsque, c'est même, il y a un avocat sur le plateau, il y a ce qu'on appelle dans un contrat les clauses léonines. Et pour connaître qu'une clause est léonine, il faut déjà savoir, dans le domaine concerné, c'est qui est léonin. Vous comprenez un peu? Si on vient, le Cameroun, par exemple, a besoin d'exploiter ses minéraux. Le Cameroun a besoin d'exploiter ses minéraux parce que le Cameroun a besoin de se développer, comme d'ailleurs le bois. Je vais faire tout à l'heure parler du bois pour qu'on comprenne très bien. Vous dites que vous rencontrez donc Sundance qui vous dit je peux vous accompagner. Vous dites bon voilà on va faire un contrat. Ils vous disent bon voici, puisque c'est les gens généralement qui font des contrats. Et ça, je le sais pour avoir lu quelques bribes dessus, parce que je ne suis pas expert en matière de mine. Vous savez, et ils vous disent que, voilà, si vous nous faites un contrat, nous devons explorer, nous devons chercher, et nous allons faire un contrat sur 50 ans. Le gouvernement camerounais dit, bon, qu'est-ce que je fais?
Je n'ai pas d'expert. Qu'est-ce que je fais? Je signe le contrat. Et vous signez le contrat, au bout de 15-20 ans, vous ne voyez rien arriver. Vous dites, mais ces gens, depuis que vous êtes là, vous dites que vous cherchez, ça nous coûte, et puis rien alors que j'ai besoin d'argent. À un moment, le gouvernement dit, ouais, écoutez, ça suffit. Il se trouve que, et je l'ai déjà dit, à une émission ici, nous avons une expertise relativement récente à cette matière. Sur ce plateau, les gens vont parler tout à l'heure, mais quand on va poser des questions, ils ne peuvent pas répondre. Au Cameroun, on a mis en place un code minier, on a mis en place un code pétrolier, on a mis en place un code gazier. Au Cameroun, on a mis en place un ministère en charge des mines. On a attribué des compétences particulières. Au Cameroun, on a créé la Sonamine. Au Cameroun, on a créé une école de géologie et des mines à l'université de Ngaoundé. C'est-à-dire qu'on a créé notre école à Kaélé, l'Institut des mines et industries pétrolières. C'est quoi? On a agi sur la formation, on a agi sur les textes, on a agi sur les organes. Et on a donné à la Sonamine, si vous voulez, une sorte de monopole. La Sonamine dit désormais pour exploiter, il faut me produire le plan, l'étude d'impact environnemental, le certificat de conformité environnementale et le plan de reconstruction ou de réhabilitation de l'environnement que vous aurez détruit. On a dit, bon, ça ne suffit pas. On dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, non, il faut mettre fin au bureau de vente pour mettre en place des comptoirs de vente et donner le monopole à la Sonamine en lui donnant la possibilité d'avoir des sous-traitants. Tout ça, c'est qu'on est en train de chercher la solution. Et une école relativement récente qui n'a pas la solution, il faut poser le diagnostic. Pour vous, le problème, c'est lequel? Le manque d'expertise, le problème. Mais ce n'est pas que... Ça commence par là. Maître, justement, parce que nous avons reçu Robert Mouté-Ambassa sur le plateau de la Vérité en Face, qui dit qu'il y a une expertise camerounaise en matière minière. Non, bien sûr. Vous savez, excusez-moi, vous l'avez reçu. Moi, il m'a même amusé. Il vous dit que l'ITIE, c'est lui qui a négocié, il était là-bas. Non, c'est pas ça. C'est pas le sujet. C'est ça. S'il avait l'expertise, pourquoi il a fait ce qu'il a dit là? Non, s'il vous plaît. Excusez-moi. Excusez-moi. Écoutez. Je ne veux pas parler de lui. Non, écoutez. Non, moi, je ne vais pas parler de lui. On ne parle pas de personnes ici. C'est lui la question que je pose, c'est sur la question de l'expertise. Alors, donc, ça veut dire que si on n'a pas d'expertise, on bricole, c'est ça? Excusez-moi. Parce que ce qu'on nous travaillons avec l'expertise étrangère. C'est pour cela. Quand vous n'avez pas l'expertise, est-ce que cette expertise étrangère est bonne? Oui. Mais bien entendu. Mais pourquoi on se retrouve à la fin avec des contrats pour reprendre les termes que vous avez dit? Parce que quand vous venez avec quelqu'un qui sait mieux que vous, c'est pourquoi dans un contrat, il y a ce qu'on appelle la protection de la partie faible. Vous ne savez pas que dans un contrat, il y a ce qu'on appelle la protection de la partie faible? Je passe au contrôle d'un avocat, il est sur le plateau. Parce que justement, moi je suis avocat. Lorsque j'ai un mandat de mon client, je commets une faute. La faute est criminelle. Mais lorsque c'est vous, elle est correctionnelle. Parce que justement, on est dans le cadre d'un contrat entre professionnel et profane et consommateur. En matière de contrat minier, je dis encore une fois, même ce qui se dit sur la tricherie, tout ce qu'on dit, le Cameroun a une expertise encore relativement récente qu'il faut travailler. Et je dis, nous avons formé des jeunes et les quelques personnes qui ont fait ces formations ne les ont pas faites au Cameroun, comme d'ailleurs en matière de formation des médecins vétérinaires. C'est récemment qu'on a eu des formations en Ngaoundé et puis il y a quelques années à Yabassi. Donc lorsque vous êtes dans ces positions-là, vous n'avez pas encore une parfaite maîtrise des sujets qui vous concernent. Et lorsque vous avez un expert devant vous, il peut vous amener à signer un contrat avec des clauses Lyonnais. Si en face, parce que vous avez cité quelqu'un, il vous dit, l'ITIE, je suis parti, il dit à la femme, l'accepte parce que le Cameroun... Alors, en dehors de la question en dehors de cette affaire de Mbala, ce n'est pas le premier cas. Hein. Oui. Il y a eu l'affaire Tolkam, avec des péages automatiques. Il y a eu l'affaire du complexe, je ne sais pas si c'est le stade ou le complexe, d'Olembe, à Yaoundé. Pratiquement, c'est la même situation. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va perdre combien de... Même les entraîneurs de football continuent. Oui, ça veut dire qu'on va perdre combien de centaines de milliards de francs CFA avant de retrouver notre autonomie en matière d'expertise dans ce domaine-là. Mais ce que vous donnez là, ce n'est pas un contre-exemple. Non. On a des entraîneurs camerounais, non? Ce que je veux dire, laissez-moi finir, laissez-moi aller au bout. Vous avez vu en matière de bois. Au départ au Cameroun. Non, je ne Non, je vais vous dire comment on se forme. Bon, le bois partait en ville. Avec le temps, on a travaillé, on a commencé à dire qu'il faut transformer. C'est le temps qui vous permet d'avoir une expertise affûtée. Oui. Parce que la formation de l'école, c'est une école. Hein. Après, sur le terrain, c'est autre chose. Alors, si on s'en tient à la thèse centrale
de Maître Tegem, on peut donc estimer que pratiquement dans tous les domaines, le Cameroun est en manque d'expertise. Parce que dans le domaine minier, nous sommes encore juvéniles, des jeunes, des genoux. Ça veut dire que notre expertise est encore embryonnaire. Maintenant, dans le cas de McGill, et en tout cas dans le cas d'Olembe, avec McGill et Piccini, McGill nous réclame 15 milliards, Piccini nous réclame 250 milliards. Ça veut dire que dans le domaine de la construction, notre expertise est aussi embryonnaire. On a le contrat avec Tolkien, c'est lui qui a construit les 14 péages. On doit lui reverser 30 milliards. Ça veut dire que dans ce domaine aussi, on a une expertise embryonnaire. Conte Chao, l'ancien coach de Lions et Comptables, il nous réclame 1 milliard de francs CFA. Dans ce domaine, nous avons une expertise embryonnaire. Ça veut dire l'expertise camerounaise, grosso modo, est embryonnaire. C'est ce que reconnaît en fait Maître Tegem. Ce qui nous fait sourire dans cette affaire, c'est que lorsqu'il faut envoyer les gens sur les plateaux, venir défendre l'imposture juridique, défendre le mandat impératif, le RDPC ou le régime à tous les grands juristes du monde. Mais pour sécuriser un contrat, un petit contrat, toute cette expertise devient embryonnaire. Maintenant, devant les tribunaux internationaux, nous on paie toujours. Pourtant, on a les professeurs Magloire Rondoa, les Ngele Abada, les Mikwase, qui défendent, qui ne sont pas embryonnaires quand il faut défendre la disqualification d'un adversaire sérieux, Maurice Kamto. Ils n'ont pas une expertise juridique embryonnaire. Mais devant les tribunaux internationaux, l'expertise devient embryonnaire. Kamto a défendu l'État du Cameroun. Ce que vous avez cité pour la plupart, c'est des professeurs de droit public. Bon, je ne peux pas savoir. Je parle en profane, on sait juste que ce sont des juristes. Sauf chez les privatistes, on forme plutôt les embryonnaires. Et chez les publicistes, on forme plutôt les matures. Non. Le professeur Maurice Kamto avait défendu l'État du Cameroun face à un géant africain qui s'appelle le Nigeria, sur une affaire plus compliquée. Ça veut dire un conflit territorial. Kamto a fait gagner l'affaire. Mais après, ils ont dit non. Kamto n'a rien foutu. Il était, je ne sais pas quoi. Maintenant, sur de petites affaires, vous avez appelé cette entreprise comment? La junior australienne. La junior, ça veut dire la petite australienne. On les met KO. Ils doivent payer 350 milliards de francs CFA. Et il faut noter, Duval, que Sundance a également porté plainte à l'État du Congo sur cette affaire. Parce que l'exploitation de Mbalam a une certaine continuité jusqu'au Congo. Je crois qu'on parle de Nabeba. Oui. Mais la partie congolaise s'est défendue jusqu'à on a débouté Sundance. Oui. Ça veut dire que là-bas, ils n'ont pas de juristes embryonnaires. Et ils se sont défendus. Mais côté Cameroun, on se contente d'avoir échappé à la plus haute sanction qui était 3 000 milliards de francs CFA. Justement, les journaux ont souligné cela. Et la question même, j'aurais dû commencer par ça. Est-ce qu'au finish, ce verdict, lorsqu'on le voit, c'est une victoire ou bien il faut s'en féliciter ou bien c'est un ouvrage financier? Non, en fait, le Cameroun se comporte comme cet enfant qui célèbre ses 7 de moyenne ou ses 5 de moyenne en disant « j'ai échappé à 0 de moyenne ». J'ai échappé à 0 de moyenne, donc 5 de moyenne, ça va quand même. Donc, c'est l'accorder avec faute. Donc, voilà la première chose qui nous choque dans l'affaire. Ça veut dire qu'avec tous ces juristes-là, nous, on perd toujours dans la sécurisation des contrats et on perd également lorsqu'il y a contentieux. Deuxième élément, le Cameroun investit, parce qu'il faut un peu expliquer les choses terre à terre aux en bas d'en bas. Ça veut dire Paul Biya a besoin d'argent. Il dit, OK, explorons le côté du fer, le fer de Mbalam. Maintenant, avant même qu'on ne commence à avoir un franc sur Mbalam, on perd déjà des milliards. Ça veut dire qu'on n'a même pas encore commencé à exploiter. Ça veut dire cette femme qui est en train de vouloir
mettre sur pied son petit restaurant, avant qu'elle ne commence même à produire la première nourriture, elle se retrouve déjà au tribunal qu'elle doit reverser 300 000 francs au bailleur. Elle n'a même pas encore commencé à exploiter. Ça veut dire que le Cameroun qui attend autour de 1 milliard autour de 1900 milliards à l'horizon 2050, commence déjà à verser 350, doit en principe verser 350 milliards à quelqu'un. Et si on appliquait les 3 000 milliards demandés, je crois qu'on allait payer plus que ce qu'on attend d'ici 2050. À la limite, on aurait dû tout simplement laisser Mbalam tranquille. Parce que là, avant même qu'on ne commence à exploiter, nous sommes déjà dans des problèmes. On commence déjà à dépenser. Ça veut dire qu'on aurait dû laisser Mbalam. Et ce qui est bizarre, c'est que le Cameroun pas chercher Sundance. Sundance dit, d'ici telle année, je vais commencer à exploiter. Avec la construction de 500 km de rails, donc de chemin de fer pour relier Kribi. Curieusement, ce qui est bizarre, c'est que le Cameroun passe pratiquement plus de 6 ans en train d'observer, en train d'attendre, sans toutefois mettre la pression. On a l'impression qu'il n'y a pas de rapport d'étape. Ça veut dire qu'on commence à observer et puis on vient encore donner une période transitoire à Sundance. On s'assoit et puis un beau jour, on dit OK. Et vous savez ce que cette entreprise a fait? Cette entreprise est partie chercher un acheteur de problèmes internationaux plus fort. Une entreprise qui fait seulement dans l'achat des problèmes. Ça veut dire quand nous avons un problème, l'entreprise dit OK, vends-moi ce problème. Et cette entreprise risque de gagner comme ça 100 milliards de francs CFA pour avoir acheté un problème dans une affaire qui ne nous rapporte absolument rien. Ça veut dire qu'ils viennent manger 100 milliards de francs CFA. Ils viendront manger 100 milliards de francs CFA dans une affaire où nous, on n'a absolument rien gagné. Et ce que le Cameroun fait, c'est quoi? C'est qu'on commence à revoir les choses au rabais après avoir entraîné le pays dans une situation judiciaire très compliquée. Le Cameroun décide maintenant, en lieu et place d'un chemin de fer, de dire que bon, on va envoyer les dires ou aller porter le fer. Vous voyez comment est-ce qu'on pense dans notre pays. Ce que nous, on peut dire en tant que citoyens, c'est que assez de casse en 44 ans. La seule chose qu'on peut demander, on a toujours demandé ça à Paul Biya, c'est que remets-nous le taxi tel que Aïdjo te l'avait remis. Même si tu n'as pas versé de recettes, remets-nous seulement le taxi en état. Ça veut dire qu'on doit tout arrêter. Même des emprunts, on va d'abord continuer en attendant au nouveau président. Parce qu'à la lieu où vont les choses, on va engager, on est en train d'engager les générations futures dans des paiements qui n'ont pas été productifs à leurs parents. Alors, je donne la parole à un avocat. Peut-être qu'il va mieux comprendre parce que je ne sais pas si vous avez répondu à M. Teguin. Je crois que lui, avec son langage de juriste, va mieux comprendre ce que développait M. Teguin, qui semblait indiquer, M. Calvin Job, que le problème se trouve au niveau de la subtilité de la préparation des contrats. Il y a des choses qui échappent à notre État. Et c'est plus tard qu'on découvre que c'est un contrat léonin. Et du coup, tout ce qui reste à faire, c'est de rompre ce contrat, même si on doit perdre de l'argent. Dans tous les cas, ce qui semblait dire, c'est qu'il vaut mieux aller au tribunal et perdre cet argent-là que de continuer à laisser, n'est-ce pas, ce contrat couler, alors qu'à la fin, ça va être une gigantesque perte. Je crois que j'ai bien résumé, maître. Non, vous n'avez pas bien résumé. Je dis ce que j'ai dit et je redis ce que j'ai dit. Lorsque vous avez une expertise, vous explorez vous-même. Lorsque vous ne l'avez pas, vous cherchez les gens qui vous disent que dans cette maison, ce plateau, on peut retrouver 10 tonnes d'or. Oui. Vous signez un contrat parce qu'ils vous l'ont dit. Si vous avez un esprit, vous dites, moi, je vais le faire. Oui. Et lorsque vous prenez quelqu'un qui est au-dessus de vous, il vous pose ces conditions et vous devez les accepter. Oui. Contrairement à ce que dit M. Mono. M. Mono, je suis d'accord, lui, il est sur le plan juridique. C'est-à-dire que l'après-contrat dans la procédure. Et il commence à aller chez les juristes. Non, commençons par le commencement. Le Cameroun a besoin de revenus. Le Cameroun signe une convention avec un partenaire, Sundance, qui lui dit, il y a le fait ici. Oui.
signez-moi un contrat, je vais trouver le faire. Vous les observez 1 an, 2 ans, Oui, mais 10 si ans, le contrat. rien n'arrive. Est-ce que le problème ce n'est pas dans le contrat tel qu'il a été fait? Excusez-moi, je vous dis une chose. Pour comprendre même le contrat que lui vous Donc, propose, il n'y a personne c'est quand même elle. qui comprend le contrat. C'est pas ça. Je vous dis, il faut commencer. Il faut commencer. Pour avoir une expertise pointilleuse. Il faut faire quoi? par là que ça commence. Pour comprendre même les termes du contrat. Donc qu'on personne ne propose. comprend ça ici. Si on comprend, vous payez 300 milliards. On est dans un contrat international. Ok. Et sachez qu'en matière de contrat international, vous avez affaire à des hommes d'affaires où il y a des intérêts puissants qui s'affrontent. Ne vous comportez pas comme si le Cameroun, oui, je suis d'accord, nous sommes un État, nous devons nous bâtir, nous devons nous faire. Lorsque vous arrivez à l'université, le ministre vient dire aux étudiants, après l'école de la vie de l'école, il y a l'école de la vie. Et lorsqu'un enfant finit l'école, il vient ici sur le plateau, il est journaliste d'Equinox, il peut tenir cette émission. Tout cela, il faut un certain temps, il faut une certaine expertise. C'est ce que je dis. Alors, Maître Carvin Job, dont le fin mot, c'est que on n'a pas d'experts dans ce domaine. Non, on n'a pas d'experts en extraction minière, oui, c'est vrai. Mais nous avons des experts en accompagnement contractuel dans l'extraction minière. Nous avons des cabinets d'avocats ici dans ce pays. C'est des avocats qui ont développé cette expertise-là. Ce qui se passe régulièrement, c'est que quand il y a ce type de contrat, nos pays vont chercher les cabinets d'avocats à Paris, qui vont faire ce travail-là, qui facturent des honoraires exorbitants, enfin, au niveau qui sont en corrélation avec la qualité du travail. Alors que sur place, c'est un peu comme vous avez dit, par rapport au foot. Oui. Nos entraîneurs locaux coûtent moins cher que les entraîneurs expatriés. Mais on ne valorise pas la compétence locale. Cette compétence locale au Cameroun, moi je connais des avocats qui ont aidé certains pays dans la sous-région, voire même ailleurs, dans l'élaboration de leur code minier. Des avocats camerounais. Oui. Il y a de l'expertise locale. Le problème n'est pas à ce niveau-là. Moi, le problème, c'est vraiment au niveau de la gouvernance. Je voudrais, avant de vous laisser continuer, je voudrais préciser peut-être pour la gouvernance des téléspectateurs, quand on parle d'experts en extraction minière, c'est pour revenir sur le cas, par exemple, du Norvégien. Exact. Golar, Exact. NG. Exact. Ce sont, parce qu'on n'a pas encore aujourd'hui C'est ça. ni l'outil technique ou technologique pour le oui, faire, voilà. ni l'expertise dans le domaine. Voilà. C'est la raison pour laquelle on fait donc venir des gens comme Des Golar gens NG, comme- voilà. qui est en train de partir maintenant. Exact. Maintenant, au niveau des avocats qui sont capables de comprendre. De comprendre. Il y en a. Il y en a, parce que c'est pas, je veux dire, c'est pas la mer à boire. Il y en a. Le véritable problème, je veux dire, c'est la question de gouvernance là-dessus. C'est que nous avons des individus qui sortent les NAM, c'est ça, qui estiment qu'ils ont la science infuse. Qu'ils diffusent. Exact. Qui n'ont pas l'humilité de dire, enfin, sur certains aspects, c'est-à-dire, même surtout en matière de rédaction contractuelle, parce que c'est, là encore, au-delà d'être avocat, il faut encore avoir une spécificité sur ce point. Il y a des formations qui sont faites, il y a des cours, il y a des livres sur les techniques de rédaction contractuelle. Et c'est ça qui fait toute la différence. La plupart, moi, je suis offusqué par certains contrats que j'avais l'impression qu'on avait téléchargés sur Google, signés par certaines structures, institutions locales. On se dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Un contrat, ça se construit à la virgule près, au chapitre près, au paragraphe près. Je veux dire, tout ça, ça se construit. Et ces expertises-là, nous les avons. Pour cette histoire de madame, je veux dire, je rejoins totalement mon cher frère Aristide. C'est-à-dire, le problème, c'est que finalement, on a mis en place un processus, mais on s'est dit à un moment donné, on va arrêter le processus. Et ça, en droit, ça a un seul nom. Et c'est ce que la Cour de la Chambre, le commerce a estimé. Il y a une inexécution contractuelle. Et que pour arrêter ce processus, il faut un motif légal. Mais la Chambre a estimé que dans ce cas d'espèce, il n'y avait pas de motif pour mettre un terme à ce contrat. Dans le cas d'espèce. C'est ça que la Chambre a estimé. Et si vous regardez même le processus, à un moment donné, il y a eu une ordonnance conservatoire prise par la Chambre de commerce, disant au Cameroun, rectifier. Comme on sait très bien le faire, on le voit d'ailleurs ici avec certaines structures nationales, pour ne pas la citer, la SRC, on ne respecte pas les décisions de justice. On estime que nous, ça ne nous concerne pas. Et là, le Cameroun a ignoré cette ordonnance conservatoire, qui aurait pu réguler pas mal d'aspects. On l'a ignoré. Au final, on aboutit à quoi? On aboutit à ces 355,2 milliards de condamnations
qui aurait pu servir à bâtir des routes que nous n'avons pas, les hôpitaux, construire les hôpitaux, les acheter écoles, les kits, acheter des kits médicaux et consorts, nous n'avons pas. Là encore, c'est le citoyen, le contribuable camerounais qui paye parce qu'il y a des individus qui ont mal négocié, qui ont décidé de mettre un terme à un contrat alors qu'on ne devait pas, mais qui au final ne sont responsables de rien. C'est ça la réalité dans ce dossier. Et une fois qu'on a compris ça, on a compris que c'est vraiment une question de gouvernance. Ceux qui disent que la Chambre de commerce a rejeté 93% des demandes. Non, la Chambre de commerce a dit que nous sommes fautifs. Nous avons tort. Et compétence de rédaction, contrat pas compétence de rédaction, nous avons tort. Nous n'aurions pas dû mettre un terme, du moins stopper, parce qu'il y a eu des négociations après en 2015-2018, il me semble. C'est qu'en 2021, parce que il me semble que ça a été signé en 2012, c'est en 2021 que la Chambre de commerce et d'industrie est saisie. Donc on avait le temps. On avait le temps, et encore avec cette ordonnance conservatoire, disant attention, correctif. On a dit, bon, nous, ça ne nous concerne pas. Aujourd'hui, ce qu'on retient dans ce affaire de Mbalam qui devait nous apporter des emplois massifs et consorts, tout ce qu'on retient, c'est 355,2 milliards que le contribuable camerounais doit payer parce qu'il y a des individus qui n'ont pas estimé nécessaire de recourir aux experts compétents locaux dans la rédaction, la négociation et le suivi des contrats. Et tous les autres pays, d'ailleurs, en matière minière, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne vont pas se contenter de signer un contrat commercial classique. On a des partenariats publics-privés qui nous permettent de suivre l'évolution du contrat. On ne serait pas resté de notre côté disant, bon, on leur fait confiance, là aussi c'est une naïveté, mais en nul autre pareil. On leur signe, on leur fait confiance, comme ils sont gentils, comme ils nous aiment bien, ils vont mettre en place ce qui a le plaît. Un jour, on se réveille, on se dit, ah non, ça ne nous plaît pas, on avait prévu ça, c'est pas fait, on va faire comme ça. Non, ça ne se passe pas comme ça. Je veux dire, c'est un État qu'on dirige, c'est quand même une affaire sérieuse, c'est une population, on parle au nom d'une population, on est mandaté pour, et on se doit aussi de valoriser ces champions nationaux. Je parle de ces cabinets, de ces avocats qui ont cette expertise minière et même cette grande expertise en matière arbitrale. On a je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le Cameroun pilule de compétences, que ce soit en interne et à l'extérieur. C'est pas ça qui manque. C'est juste une gouvernance, une bonne gouvernance dans l'orientation des choix, les orientations d'investissement, les orientations, dans les décisions qui sont prises. C'est que ça, ce problème, il n'y a rien d'autre. Alors, Edmond Kangia, au finish, lorsqu'on parle du fer de Mbalam, vraiment, lorsqu'on a entendu parler de cette affaire du fer de Mbalam, c'était l'extase, parce qu'on se disait, voilà une situation, voilà quelque chose qui va nous apporter de l'argent, beaucoup d'argent pour nous permettre de construire les routes, de réhabiliter la nationale numéro 5, je ne voulais pas revenir là-dessus, ou encore construire les hôpitaux, acheter des kits de dialyse pour des malades, ou je ne sais pas, aménager des hôpitaux pour avoir des trucs à la hauteur de ce que nous méritons en tant que Camerounais. Mais là, on commence à perdre de l'argent avant même que l'exploitation n'ait commencé. Et ce qui est curieux, c'est que ce n'est pas la première situation. On a évoqué d'autres cas similaires. Et là, maintenant, on tremble en se disant, où est-ce que ça va s'arrêter? Peut-être qu'il y a d'autres contrats demain que nous allons suivre. Et il y a peut-être d'autres procès qui vont nous retrouver demain et dans lesquels on va continuer à perdre de l'argent. Ça fait stresser, non? Oui, ça fait vraiment stresser. Je partage ce que Maître Job a dit tout à l'heure par rapport à l'expertise locale qui n'est pas suffisamment valorisée dans la rédaction, la négociation des contrats, notamment ce type de contrat. Et c'est une insulte à l'intelligence des compatriotes de dire que les Camerounais n'ont pas d'expertise ou sont juvéniles, ne sont pas assez matures en matière de code minier, de code gazier et tout ce qui concerne les questions d'énergie. Je ne partage pas cela. Je ne partage surtout pas le dénigrement que M. Teguema fait tout à l'heure en ce qui concerne son camarade du parti, Mouté Ambassa, qui est un expert dans les questions minières, dans les questions pétrolières, gazières et d'énergie. C'est un pétrolier. Il a fait ses preuves. Je ne veux pas rappeler son parcours sur le plan
des questions de mines et d'énergie ici. Vous n'êtes pas le premier à l'avoir fait. Il y a un autre qui l'a fait dimanche passé. Il faut que ça s'arrête. C'est votre camarade du parti. Il a des prises de position patriotiques, républicaines, que vous ne partagez pas. Vous n'êtes pas obligé de le dénigrer, de dire que peut-être qu'il n'en sait rien. Excusez de peu, laissez-moi terminer. Je voudrais dire que, au-delà du fait que nous avons de l'expertise qui n'est pas valorisée sur le plan local comme sur le plan de la diaspora, il y a effectivement cette question de la malgouvernance. Parce que ce n'est pas seulement dans ce domaine où on constate la malgouvernance, c'est aussi dans beaucoup d'autres domaines. C'est-à-dire, ça se suit de secteur en secteur. Et à la fin, on va faire le bilan. Ça me fait penser à tous les rapports annuels que fait la Chambre des comptes, la Cour suprême. Quand vous parcourez tous ces rapports, vous vous rendez compte que c'est un gâchis total chaque année, depuis plusieurs décennies dans ce pays. Je prends seulement l'exemple sur un point précis, le rapport sur le Covid. Aujourd'hui encore, nous attendons de savoir qu'est-ce qu'on en a fait. Parce que ce soit dans les rapports d'étape ou le rapport définitif sur les malversations, les surfacturations, la corruption, sur ce que nous considérons comme le Covid-Gate, le dossier, le travail méticuleux fait par les magistrats de la Chambre des comptes n'a toujours pas été mis en œuvre, c'est-à-dire on n'a pas sanctionné les auteurs des malversations jusqu'aujourd'hui. Ça va faire bientôt 5 ans. Et dans cette affaire, il y a un partenaire, il y a un partenaire, la Banque mondiale, le FMI, qui ont contribué. On ne sait pas l'usage qu'a été fait de l'argent. Il y a des pays amis, des bailleurs de fonds, qui nous ont fait des dons. Il s'en est trouvé des membres du gouvernement qui ont transformé des dons et ont récupéré de l'argent. Dans cette affaire du Covid, je ne vais pas revenir là-dessus. Dans l'affaire de la CAN, je parle également de CAN Gate. On n'a pas fait l'audit de la CAN. C'est pour vous dire qu'en réalité, que ce soit dans le domaine du football, le sport, la mauvaise négociation des contrats, la rupture des contrats, qui nous coûte cher, beaucoup d'argent, en termes de milliards. Et ça continue, sans qu'il y ait des sanctions. Mais il faudrait une fois pour toutes que le gouvernement du Cameroun dise qu'il faut que ça s'arrête. Que ceux-là qui font dépenser des milliards à l'État du Cameroun trouvent le moyen d'être responsables de cette perte d'argent en termes de milliards qui aurait pu servir dans le cas de l'éducation, la santé et surtout des routes. Voyez-vous, nous n'avons commencé, on a seulement commencé l'autoroute Yaoundé-Douala. On sait à quoi ressemblent les routes nationales numéro 3, numéro 5. Il y a quelques jours encore, on pleurait. Beaucoup de ceux qui ont pris la route de Douala, Bafoussam ou Bafoussam, Douala, ont fait des heures, ont dormi sur place. Vous savez à quoi ressemble l'axe Banja-Konsamba? C'est inadmissible qu'on ait ce genre de route, malgré les péages, dont on ne sait pas à quoi servent les fonds des péages. Je pense que l'impunité qui règne dans ce pays est le premier mal. C'est-à-dire, dans la mauvaise gouvernance, là où il faut commencer à retoucher, il faut d'abord sanctionner. Ensuite, faire les bons choix. Trouver les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Éviter d'envoyer comme négociateurs des gens qui n'ont aucune expertise. Quelqu'un qui a fait les dames n'a aucune expertise dans la négociation des contrats. Il faut le dire, parce que c'est la vérité. Vous dites qu'il faut siffler la fin de la récréation. Il faut siffler la fin de la récréation. Vous dites qu'il faut punir. Il faut punir. Alors il faut récupérer l'argent dépensé par l'État du Cameroun, pas des prévaricateurs. Alors celui qui doit le faire, c'est le chef de l'État. Celui qui doit le faire, on ne le voit pas. Il est où? Ça fait 57 jours aujourd'hui, ce dimanche 2 août 2026, 57 jours où on n'a pas vu le chef de l'État. Il est parti du Cameroun le 7 juin. Le cabinet civil nous a dit qu'il est parti pour un bref court séjour privé en Europe. C'est le MINCOM, c'est le ministre de la Communication qui nous dit qu'il est à Genève. Parce que le premier communiqué du cabinet civil ne nous dit pas qu'il est à Genève. Il a fallu que Jeune Afrique intervienne pour dire qu'en réalité, il est en train de recevoir des soins
dans un hôpital, dans une clinique privée, pour que le ministre de la Communication sorte pour démentir l'information. Est-ce que finalement il est en train de se soigner? On ne sait pas s'il est en train de se soigner. Est-ce qu'il est en train de travailler? On ne sait pas s'il travaille. Est-ce qu'il est en congé? Il y a le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ona, qui a dit que Paul Biya est un travailleur et qu'il a droit à ses congés. Mais voyez-vous, je vais prendre son information sur 2 plans. S'il est un travailleur, il ne peut pas être un travailleur ordinaire. Il n'est pas un employé. Il n'est pas un employé qui travaille dans une, je sais pas, dans une société d'État ou dans le privé. Et s'il a ses congés à prendre, pourquoi il ne les prend pas au Cameroun? Pourquoi il ne les prend pas à Kribi? Pourquoi il ne les prend pas dans une autre ville? On a des sites touristiques au Cameroun. À quoi sert le ministère du Tourisme qui ne valorise pas nos sites? Je vais rester dans l'affirmation du... Mais le président, tout comme vous, vous prenez vos congés où vous voulez. Oui. Vous n'êtes pas obligé de le prendre au Cameroun. Mais sauf que le cabinet civil ne nous a jamais dit que Paul Biya est parti en congé. Ailleurs, ça se fait. Quand le président Macron ou un chef d'État français se déplace en congé, on dit qu'il est en congé dans les médias. Le cabinet civil n'a jamais dit qu'il est en congé. C'est Grégoire Ona, ministre du Travail, qui nous informe qu'il est en congé. Or, le cabinet civil ne nous a jamais dit qu'il était en congé. Et le ministre Femme Ndongo dit qu'il travaille. À distance. Oui, est-ce qu'on peut être en Que les congé? décrets qui sont signés à Genève sont faits à Yaoundé. Est-ce qu'on peut être en congé et être en train Donc de nous avons travailler? 2 capitales. Première capitale dans la constitution, Yaoundé. Deuxième capitale de facto, Genève. Je ne connais pas un pays au monde qui fonctionne avec 2 capitales. La constitution a dit c'est Yaoundé. Or, des textes nous parviennent, dit-on, signés à Yaoundé par celui qui est en Genève depuis 57 jours. Mais comment est-ce que vous pouvez comprendre cela? Comment expliquer ça terre à terre, Aristide Mono, aux gens d'en bas, les gens d'en bas en bas? C'est inadmissible, c'est incompréhensible. Alors, C'est un cafouillis, ça n'a pas de sens. alors, Maître Georges Teghem, vraiment, je ne sais pas, je vous pose la question parce que je ne sais pas si vous avez d'autres informations. Le président travaille ou il est en congé? Déjà, permettez-moi, parce que je ne veux pas laisser passer le sujet sur les mines là sans dire un mot. Surtout qu'Edmond a fait croire que j'ai insulté un de mes camarades. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas du tout fait, je ne l'ai pas insulté. C'est un camarade qui a le droit de ses opinions. Mais simplement, lorsqu'en matière d'extraction minière, quelqu'un vient dire sur un plateau qu'il y a des Camerounais qui sont en capacité de le voir comme ça et dire que c'est ça, je crois que même mon confrère a dit tout à l'heure que c'est Dieu de café. Et encore une fois, lorsque vous n'avez pas une compétence et quelqu'un vous apporte la compétence, il pose ses conditions. Il pose ses conditions parce qu'il vend ce qu'il a, c'est-à-dire son expertise. Et ce n'est pas insulter les Camerounais que de dire qu'en matière d'extraction des mines, notre expertise est relativement récente. Maintenant, Vous parlez de la formation, hein? Vous parlez de la formation. j'insiste Vous n'avez pas dessus. parlé d'extraction, vous avez parlé de la formation. Oui, mais excusez-moi, vous croyez qu'on forme quoi à terme? Lorsque vous allez à l'école polytechnique, un ingénieur est sorti. À terme, c'est pour qu'il soit en capacité d'utiliser ces canons de l'école pour produire un résultat sur le plan pratique. Je dis encore une fois, lorsque nous avons fait venir cette société australienne, c'est parce qu'elle nous a dit qu'elle pouvait, en matière d'extraction minière, trouver les moyens de nous dire, dans cette maison, je vais sortir tel nombre de choses pour rapporter de l'argent, pour justement continuer à développer le pays. Au bout d'un temps, vous ne voyez rien arriver. Le gouvernement dit, écoutez, d'abord, c'est légal, parce qu'elle a le pouvoir de négociation, de rupture unilatérale d'un contrat administratif. Le gouvernement a le pouvoir de le faire sur le plan légal. Parce qu'on a en matière de contrat administratif. Il y a 2 mois de la administration. Il y a le fait du prince, notamment. Il y a tout ça. Le gouvernement, je vous dis que c'est parce que, bon, on est sur les plateaux, les gens, Oui, mais- même si vous... Vous risquez d'oublier la question. Non, que je vais revenir dessus. Même si vous êtes en responsabilité, vous dites, bon voilà, j'ai besoin de moyens pour acheter les kits, justement, de lutte contre la maladie que vous avez évoquée, de l'insuffisance rénale et tout, et quelqu'un vient vous dire, bon, j'ai une expertise comme ça, j'ai une expertise, vous dites, bon, est-ce qu'il y a un Camerounais qui peut le faire? Quand on vous répond qu'il n'y a pas, bon, il vous dit, voilà, il vend son expertise. Il vend son expertise, vous donne le contrat, c'est un contrat d'adhésion. Heureusement que l'État a, encore une fois, le pouvoir de modification unilatérale, de rupture unilatérale, de le faire du prince et tout ce que vous avez.
Dès maintenant, ce sont des contrats qui ont toujours des clauses avec les juridictions internationales qui, quelquefois, ont une lecture. Je ne vais pas revenir dessus. C'est une décision de justice, en tout cas, qui est critiquable, mais pas les voies de droit. Donc, je ne vais pas venir sur ce plateau critiquer. Maintenant, sur votre question, parce que vous avez dit tout à l'heure que M. le Président de la République, est-ce qu'il travaille? Oui, il est au travail. Il est au service. Donc vous avez mis rigueur au nez. Je ne suis... Monsieur... Parce que le sentiment qu'on a, c'est qu'on est dans une sorte de cacophonie. Hein. Non. On dit que c'est un court séjour privé. Oui. Il est au travail. Cacophonie. On nous dit qu'il est en congé. Il n'y a aucune cacophonie. Le président a un organe qui communique. C'est le cabinet civil de la présidence de la République. Le gouvernement de la République a un organe qui communique. C'est le ministre, porte-parole du gouvernement. Chaque membre du gouvernement est libre de ses opinions. Hein? Chaque membre du gouvernement est libre de ses opinions. Ce sont les opinions. Excusez-moi, est-ce que parce qu'il est... Je ne sais pas. Quelquefois, moi, je me dis que c'est peut-être moi qui... Je ne suis pas normal. Je suis aussi à communiquer dessus. C'est pas une opinion? Non, on parle du On parle du RDPC. Le gouvernement a un membre qui est son porte-parole. Les autres, ce sont des opinions. Ok. Ils ont le droit de leurs opinions. D'accord. Ok. Il y a un seul porte-parole du gouvernement de la République. Comme la présidente de la République a son porte-parole, qui est le ministre du cabinet civil. Il vous dit, le président est en Europe. Voilà sa communication. Le porte-parole du gouvernement dit, il est à Genève. Et les autres ministres vous disent, il est au travail. L'autre, il est en congé. Ce sont des opinions que nous devons respecter. Donc on retient donc qu'il est en congé. Non, c'est bon, vous retenez ce que le ministre il est en congé, il travaille en congé ou bien il est en congé au travail. Vous. Non, allez même chercher ce que Joshua aussi a dit, ou même ce que le président N'Djamena a dit. Ce sont des opinions. Non, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, nous intéresse au niveau de la communication officielle. La communication officielle, c'est le donc ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Dès qu'il s'agit de la présidence de la République, 2011-410, portant organisation de la présidence de la République. C'est le ministre du cabinet civil qui communique. Okay. Et à partir du moment où il vous dit, le président est parti du Cameroun, il est en Europe. Et j'ai vu il y a quelques jours encore répondant à un journal. J'aurais souhaité que ce soit un journal camerounais, mais il paraît que c'est un droit de réponse. Il a dit que le président a eu une séance, je ne sais pas, à dîner avec certaines personnes dans un restaurant français et il a donné des informations. Donc moi je pense que c'est lui qui communique sur le lieu où se trouve le président de la République. Le président de la République, jusqu'à présent, à ma connaissance, il est au travail. Je vais vous prendre un exemple. Ici, le ministre Mebara m'excuse encore parce que je vais le citer dans son livre. Il dit, lorsque j'étais nommé au secrétaire général de la présidence de la République, je ne savais pas ce que j'avais à faire. J'ai fait 2 semaines dans mon bureau et je m'ennuyais. J'ai trouvé le dossier qui était le plus gros, c'était celui de l'achat de l'avion présidentiel. J'ai commencé à le lire. Quelques jours, on vient me voir pour me dire que je dois être à l'aéroport dimanche. C'est la première fois que je rencontre le chef de l'État. Il me demande comment s'est passée la cérémonie avec le ministre Marafami Douéa. Quand je le rencontre, il me dit, bon, vous serez appelé dans quelques jours et je vais vous voir. Il arrive à Genève. Quelques jours après, c'était un mercredi. C'est dans son livre, hein, moi je dis, si je suis l'émission. Il arrive à Genève, le chef de l'État lui dit, bon, monsieur le ministre d'État, bonjour, vous avez bien voyagé. Voilà. Il dit, bon, je vous ai venu à travailler, voilà. Il lui dit, quand vous levez tous les matins, voilà. Il vous dit, lorsqu'il y a une loi, voilà. Il lui dit, lorsque ceci, voilà, vous devez avoir un carnet où vous devez. Il dit, c'est à Genève qu'il a su qu'est-ce qui est attendu de lui en tant que ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Et pourtant, dans le même livre, il dit qu'avant d'être nommé, le chef de l'État l'avait reçu. Et le chef de l'État lui a dit... À Genève? Non, à Yaoundé. Et lui a dit, est-ce que vous connaissez les questions de foncière? Vous connaissez? Il dit, c'était un entretien, il lui parlait de tout, il ne savait pas exactement. Donc le secrétaire général de la présidence de la République, c'est à Genève que lui, il a été formé. C'est lui qui le dit. C'est lui qui le dit. Pourquoi tu serais bien compris? Même à Genève, il travaille. Le président de la République a nommé son secrétaire général à Yaoundé. Oui. Et il lui a détaillé son job description à Genève. C'est écrit dans le livre. Okay. Moi, on ne raconte pas un mensonge. Moi, j'ai dit ce qui est écrit dans le livre. Et il dit, j'attends de vous une disponibilité de tous les instants. Et il poursuit en disant, un jour, je me suis retrouvé à la messe, à l'occasion de, je crois, les obsèques de Monseigneur Wouki. J'ai reçu des appels après. Quand j'ai appelé après, il m'a rappelé, il m'a dit, je vous avais dit à Genève que j'attendais vous. Donc, à Genève, il travaille. Premier point. Moralité, ça, c'est ce que je l'ai dit. Moralité, il travaille. Le président travaille. Il travaille. Comme dirait le ministre Chiroma, il travaille même quand il dort, il travaille. Mais écoutez, vous avez entendu tout à l'heure, c'est peut-être pour ça qu'il y a quelques personnes qui l'ont vu, il a quand même eu 35%, parce qu'il a dit ce qui... Et je voudrais rappeler, parce que les gens font comme si... Rappelez-vous, il y a un an, c'était en juillet 2025, je crois, que le président de la République est rentré, avait fait 49 jours. En octobre 2025, les Camerounais ont dit qu'ils étaient d'accord. Donc,
arrêtez de croire que vous n'avez pas rendu place des Camerounais. Les Camerounais, ça ne les dérange pas. À partir du moment où, à partir de Genève, il prend les décisions, il sert son pays. Parce que vous ne pouvez pas me dire qu'un président de la République est à Genève, et pendant qu'il y est, on dit qu'il faut que la diaspora participe, pendant qu'il y a l'Union parlementaire à la francophonie, pendant qu'il y est au Cameroun, il y a le SIA. Alors, dernière question avant de donner la parole à Alexis Mono sur le sujet. Alors, quand on dit court séjour, à quel moment est-ce que le séjour devient long? À partir de quel nombre de jours, par exemple, selon vous? Là, c'est une question d'opinion. Oui, bien sûr, c'est votre Voilà, opinion. voilà. Moi, je pense qu'on peut dire qu'il est long lorsque ça traverse 90 jours. D'accord. Alexis Mono, arrêtez donc de vous plaindre d'attendre 90 jours avant de commencer à estimer. C'est mon opinion. Avant de commencer à estimer que le président a déjà trop duré dehors, pour parler de façon triviale. Comme je l'ai dit tout à l'heure concernant l'affaire de Mbalam, il est parfois très intelligent de se taire lorsqu'on n'a pas grand-chose à dire. Non, on doit donner ses opinions. Non, je parle de la communication gouvernementale, de la communication des apparatchiks du régime. Parce que nous autres qui avons un peu flirté avec la sociologie des organisations et la communication politique, dans une structure, dans une organisation comme le gouvernement, comme un gouvernement, ce n'est pas tout le monde qui parle. Et en situation critique, ça devient encore assez difficile pour qu'on laisse tout le monde dire ce qu'il a à dire. Je ne sais pas ce que les membres du gouvernement camarades de TKM veulent démontrer, où chacun veut montrer qu'il est le meilleur défenseur de Paul Biya. Il se soucie plus de lui. Le ministre, porte-parole de la communication, a parlé. Je crois que c'était suffisant pour qu'on comprenne que Paul Biya, de un, il n'est pas malade, de deux, il est à Genève. Je ne comprends donc pas l'opportunité de la sortie des autres, surtout celui qui fait toujours la revue des gros mots, où c'est lui qui confond bien parler et savoir parler. Ce n'est pas le fait de maîtriser la langue française avec des mots ou des expressions préhistoriques qu'on va convaincre l'opinion de sa bonne compétence en matière de communication. La communication, c'est autre chose. Préhistorique, ça veut dire qu'on utilisait avant dans les ouvrages de Molière, de Candy. Bon, je suppose que c'est une figure de style. Oui, exactement. L'écriture est née... il y a également la communication la plus catastrophique, la plus chaotique, qui est celle du ministre de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Qui travaille la sécurité sociale. Parce que, en fait, je ne sais pas si parfois, au-delà de ce qu'on a étudié dans des universités, au-delà de ce qu'on peut lire dans des ouvrages, parfois on s'assoit pour mobiliser ce que les bêtis appellent fuck-bêtis. Ça veut dire l'intelligence naturelle. On n'a pas besoin de faire de grandes études pour faire quand même preuve de discernement. Maître Degem l'a dit tout à l'heure, qu'un court séjour peut aller à 90 jours. Ça veut dire qu'il a les enfants à la maison. Il a les enfants qui sont certainement déjà au collège ou à l'université. Et ces enfants suivent papa dire qu'un président de la République peut faire 90 jours dehors et il n'est pas malade. Et on appelle ça court séjour privé. Quand l'enfant va demander à Maître Degem, papa, vous qui avez un peu fait le tour du monde, vous avez vu où, dans quel pays où un président fait 90 jours dehors? Ça veut dire qu'on est dans une situation de normalisation de l'écart, pour reprendre Hubert Monondiana, dans aucun pays au monde. Même lorsqu'on veut même convoquer l'argument des congés. Dans aucun pays au monde, un président ne s'est retrouvé à l'extérieur pour des raisons non médicales, comme il y a en train de se retrouver actuellement. Les autres pays, les autres présidents, on a cité le cas de Omar Bongo, on a cité le cas de deux présidents nigérians, ouais. Mais dans leur cas, c'est qu'ils étaient malades. Mais dans notre cas, c'est que Paul Biya, lui, n'est pas malade. Donc, il se porte bien. Et il décide de faire près de 2 mois
hors de son territoire en train de diriger le Cameroun à partir Des outils électroniques. à partir de l'espace Schengen. Ça veut dire, aïe. Donc, ils nous regardent. On se bat ici avec l'affaire de l'or, on se bat avec l'affaire des nus d'influenceuses, on se bat avec l'affaire du capitaine Efoudou. Donc, ils nous regardent. Ils ne rentrent pas à la maison. Moi, je crois que, en fait, il n'y a pas deux façons de vivre une fin de règne. Malheureusement, notre part de fin de règne est lamentable. Et j'ai peur qu'elle ne soit même chaotique. Dans la mesure où on ne sait plus à quel sein se vouer. Le ministre, porte-parole du gouvernement, dit ceci. L'autre ministre vient dire autre chose. On ne peut pas être en congé en travaillant. Ça veut dire, même si vous expliquez ça à un enfant du cours élémentaire 2, il ne va pas accepter cela. Ça veut dire que quelqu'un est en congé et il travaille. Le congé, c'est l'antithèse du travail. Ça veut dire que si vous décidez aujourd'hui, Duval, de prendre vos congés ici à Equinox, et qu'on vous voit encore dimanche sur ce plateau, vous n'êtes pas en congé. Vous ne pouvez pas être en congé en venant au travail chaque jour, comme l'autre a précisé, il s'appelle qui le ministre DCC. Il a dit que le président travaille quotidiennement. Quel est donc ce travail que le président fait là-bas qu'il ne peut pas faire ici à Yaoundé? C'est quel genre de travail? Il lui faut quoi? L'oxygène, de l'air, de l'espace Schengen. Il lui faut quoi finalement pour venir travailler ici au Cameroun? Moi, je crois que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas confondre bien parler et savoir parler. Si les membres du gouvernement avaient su parler, je crois qu'on ne serait pas dans cette situation. Si le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, avait dit Paul Biya est malade, il prend ses soins, il suit ses soins, et dès que possible, il va revenir au Cameroun. Je crois qu'il n'y aurait même pas de polémique. Mais comme ils ont cyborisé Paul Biya, cyborisé veut dire que ils ont pensé que Paul Biya est un cyborg. C'est quoi un cyborg? Un cyborg veut dire un robot. Le robot, lui, ne tombe pas malade. Comment faire croire aux Camerounais que lui ne peut jamais tomber malade? Et je vous assure, depuis que Biya a pris le pouvoir, le gouvernement n'a jamais avoué un jour que ce monsieur est tombé malade. Pourtant, c'est un humain. Et à son âge, c'est normal que le président de la République soit malade. Même le pape est souvent malade. Lui qui est, dit-on, en contact permanent avec Dieu chaque soir. Il tombe malade. Le président américain, qui a pratiquement toute la sécurité sanitaire la plus sophistiquée du monde, tombe souvent malade. Mais qu'est-ce qui manque à ces gens d'avoir l'humilité et l'honnêteté de reconnaître que c'est vrai? Nous le considérons comme le créateur. Mais il reste quand même qu'au-dessus de lui, il y a un plus grand créateur. C'est lui-là, ce n'est que lui qui peut ne pas tomber malade. Mais Paul Biya peut tomber malade. Je vous assure, si Sadi était sorti et avait dit aux Camerounais, là vous voyez là, votre papy est souffrant. Dès qu'il se rétablit, il rentre au pays. Je crois qu'on n'y aurait même pas ce débat. Mais comme ils aiment toujours entendre qu'ils ont affaire à un surhumain, ils aiment entendre que non, Paul Biya, lui, il défie les lois de la nature, les lois de la gravité et tout. Par conséquent, il ne peut jamais tomber malade. Les voilà donc coincés. Et je vous assure, si, comme on a dit Paul Biya que son congé pourra aller jusqu'à 80 jours. Ça veut dire qu'après 80 jours, son congé sera expiré. Va expirer. À ce moment précis, on attend donc que Grégor vient nous dire quelle est sa part de code du travail déjà qui régit la fonction présidentielle ou le travail présidentiel. Il viendra nous dire quelles sont les dispositions du code du travail qui permettent à Paul Biya d'avoir donc ces plus 80 jours. Je crois que... Mais j'entends des petites voix à la maison qui indiquent qu'il peut avoir des congés cumulés. Les congés cumulés... Surtout qu'il a travaillé depuis sans prendre des congés. Donc... Notre problème sont les dispositions du code du travail. Nous sommes tout à fait d'accord avec lui, mais à condition qu'il nous dise quelles sont les dispositions du code qui
statut sur les congés du président et sur même la fonction, le travail du président pour être un peu plus terre à terre. Moi, j'ai parcouru ce code toute cette semaine. Je n'ai pas lu quelque chose qui a créé à Paul Biya ou qui a créé à la présidence de la République. Oui, et si Paul Biya est parti en congé, qu'il nous présente la note. La note que nous, ses employeurs, lui avons délivrée pour lui dire, monsieur, va donc faire 80 jours dehors. Dans le cas concret, comme Maître Tegem a dit, et je suis tout à fait d'accord avec lui, la seule personne qui a parlé, c'est le ministre de la Communication. Le reste là, ce sont des opinions. Ça veut dire que les Camerounais doivent prendre ça et jeter dans la corbeille. Excusez-moi, pardon, une phrase, juste une phrase. Une phrase. Monsieur Mono, sachez que le chef de l'État, j'ai été malade et on a communiqué. En quelle année? Il y a quelques années, il allait un sommet à la CEMAC. Je parle sous son contrôle. Il a eu un problème. On a communiqué dessus et lui-même a communiqué dessus. Bon, Et à la fin des années 80, la note, non, il le sait. Il avait dit quoi? Il avait dit qu'il a eu un problème. Il l'a dit. j'ai cru qu'il avait Une fois. Non, une autre fois. Je vais donner une autre fois, s'il vous plaît. Une autre Non, fois. c'est suffisant. À la fin, le chef d'État allait à Baden-Baden. Il est revenu au Cameroun, en Allemagne. Il est revenu au Cameroun avec un léger retard. Interrogé, il a dit qu'il a eu un refroidissement. Donc, il communique sur ça. Oh non, moi j'ai parlé de la communication gouvernementale. Il y avait déjà eu une communication parce que je pense que cette année-là, c'est que j'étais encore très jeune et je suivais un peu les Non, le document, ce que j'ai dit, c'est que le gouvernement n'a jamais, les créatures, j'ai bien dit, les créatures n'ont jamais reconnu la faiblesse humaine de leur créateur. Il a dit, j'ai été victime d'un Très bien, d'accord. Okay. Lui-même, D'accord. mais pas ses créatures. Ok. Mais pas ses créatures. Ok, bon, encore maintenant, le refroidissement, c'est quoi? Alors, Maître Calvin Job, sur cette question-là, finalement, pourquoi est-ce que ce n'est pas la rumeur persistante et la difficulté à avoir une information officielle qui crée tout ce cafarnaum autour du séjour du président de la République à l'étranger? Je vais vous répondre, vous allez m'excuser. Juste un point sur ce qu'a dit Maître Tegem tout à l'heure, mon confrère. On n'est pas obligé de négocier, je suis le frère d'Mbala, on n'est pas obligé de négocier avec quelqu'un qui nous apporte ses conditions. C'est nous qui offrons. Il y a des possibilités de faire un appel d'offres international et de discuter avec plusieurs partenaires et de poser nos conditions. Mais la difficulté où on ne peut pas faire, c'est qu'aujourd'hui, le Cameroun n'est plus vendable. Pourquoi? Parce qu'on a une question d'insécurité juridique locale. Tous les partenaires qui viennent, ils se retrouvent dans une situation compliquée, donc sans sable. Qu'est-ce qu'on retient? On retient que finalement... On fait avec celui qu'on a. Non, oui, enfin, on n'est pas obligé de saisir celui qui ne remplit pas nos conditions. Il y en a plusieurs, il y en a plein qui sont prêts à le faire. Il ne faut juste pas qu'on choisisse quelqu'un qui a été amené par une autre personne qui va bénéficier des commissions dans ce contrat. Pour moi, c'est même pas ça la question. Pour moi, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on est fiché? Voilà, parce que il y a une insécurité juridique. On en discutera. Alors, pour revenir sur cette question de rumeurs persistantes et la question du président de la République, je veux d'abord qu'on soit clair que sur le plan constitutionnel, il n'y a aucun texte qui limite sa durée à l'étranger. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Et si on regarde même bien, le président a anticipé sur ces aspects. En 2019, en faisant une délégation des signatures au SGPR, il a fait ce que la Constitution prévoit à son article 10 alinéa 3, en cas d'empêchement temporaire, qui est quelqu'un qui suit. Il faut qu'on mette ça sur ces bases-là. Mais sur le plan politique, il est clair que moralement, il a été élu par les Camerounais. Il n'est pas salarié, comme ils ont voulu malentendu. Moi, je n'ai jamais vu son contrat de travail et je pense que ça n'existe pas. Congé ou pas congé, simplement, il a été mandaté par les Camerounais pour les guider pendant les 7 années à venir. Il a estimé qu'il était capable encore de le faire. Donc, il a été mandaté par les Camerounais. Le minimum syndical, c'est au moins d'informer les Camerounais sur l'endroit où on se trouve, même si une fois encore, pour moi, la Constitution ne dit pas forcément qu'il doit travailler depuis Yaoundé. Mais bon, bref, on a mis le siège des institutions, ça c'est un débat. Où ça pose problème, effectivement, c'est cette question, cette cacophonie qu'il y a, cette volonté à nous enfariner, cette volonté à nous prendre pour des poussins de 4 jours, qui ne comprennent rien, qui ne voient pas qu'on a un individu qui est vieillissant, moi ma mère elle vient de fêter ses 80 ans il y a quelques jours, elle va à l'hôpital toutes les semaines, des fois elle y passe 1 mois, 2 mois, c'est normal qu'on nous le dise.
Et justement, le fait de vouloir entretenir ce mystère, sortir des excuses qui ne tiennent pas la route, qui ne sont pas valables, enfin du moins, sont valables, on a dit que c'était leur opinion, qui sont leur opinion, ça ne fait qu'alimenter comment dire, la rumeur, ça alimente la suspicion des Camerounais, et surtout, comme on est dans une ambiance où il y a une guerre de clans, on se dit, s'il est là-bas et qu'il se passe quelque chose, finalement, en fait, ce que moi je comprends au final, c'est que les Camerounais, vis-à-vis de ce bonhomme, c'est comme un père. On se soucie un peu de ce qu'il advient de notre père. Et on se soucie de ce qui pourrait se passer en son absence. Oui. Donc c'est normal, somme toute normal qu'on communique. On ne demande pas son bulletin de santé. Ça, c'est pas nos dispositions ne le permettent pas. Enfin, on n'exige pas. Mais on demande simplement qu'on sache. Est-ce que le court séjour privé a glissé en court séjour long séjour ou séjour indéterminé? Au moins qu'on sache. Et qu'on sache à quoi s'en tenir, et voire même que les gens se préparent, qu'ils aillent autour du palais des Toudis, si jamais il y a un coup d'État, qu'ils soient là pour faire rempart. Parce qu'on sait qu'il ne sera pas là pendant longtemps. Vous voyez, donc comment vous savez? Vu que visiblement, quand on lit un peu la presse étrangère, on comprend que on risque de patienter encore un peu, quand même. Que ce n'est pas demain qui viendra. Après, même si, localement, on essaye de conditionner notre vision là-dessus, mais il y a une réalité. Le président est vieillissant, il est fatigué, il a des maladies de vieillesse. C'est pas un cyborg, comme ça a été dit, c'est un être humain, et c'est normal qu'il soit dans cet état-là. C'est aussi normal qu'il ait besoin de se reposer. Oui. Maintenant, se reposer et travailler en même temps, à son âge, je ne pense pas que c'est indiqué médicalement, ou voire même sur le plan intellectuel. Après, maintenant, c'est lui qui va nous gouverner pendant les 6 prochaines années. Donc, on espère qu'il nous reviendra bientôt. On ne peut qu'espérer ça. On va sortir. Je voulais juste faire une remarque. Aïssim Mono, tout à l'heure, disait qu'il a parcouru tout le code du travail. Vous savez de quelle année ça date, ce code? Mais aujourd'hui, il y a par exemple le e-travail qui n'apparaît pas dans ce code-là. Alors, le président peut travailler à distance. Exactement. Il est en télétravail. Le télétravail, bien sûr. On va s'arrêter là pour ce dimanche. Infiniment merci. Mais quelqu'un ne peut pas quand même se battre pour prendre tout un mandat au prix de beaucoup d'efforts. Je ne vais pas parler de la répression de ceux qui ont été tués et tout. Et puis à peine 5 mois à la tête de l'État, tu te permets d'aller faire le télétravail. Le télétravail. Moi, j'ai toujours dit le RDPC a quand même des gars compétitifs. Ça veut dire, même si vous voulez conserver le pouvoir, vous pouvez dire, bon, papy, tu nous as beaucoup aidé, tu as permis aux autres de vous mais nous savons très bien ce que nous devons faire. Qui a encore nous savons très bien ce que nous devons faire. Non, Tegem a dit qu'il ne peut pas être président. Nous savons très bien ce qu'on a fait dans les Je crois que vous l'avez dit, M. Tegem. Juste pour être sûr que c'est effectivement ça. Merci à vous, messieurs, d'être venus. Maître Kavel-Job, merci infiniment pour le sacrifice. Aïssim Mono, bon retour à Yaoundé. Merci également à Maître Georges Tegem et Edmond Kanga. Merci à vous, madame, monsieur, d'avoir regardé cette autre livraison de droit de réponse. Excellent dimanche à tous et à très bientôt.